Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Cesse. Ça va, tout le monde va bien? Oh non, j'étais malade comme un chien tout le week-end. Ah bon, t'as quoi? Et le Covid? Covid genre basique ou... Non, tu parles, je fais rien comme les autres, moi. T'as un variant? Ouais. Un variant 616. Ah, dis-le, quelle est bonne celle-là, quelle est bonne. Ouh, quelle est bonne. Bouya. Hey, 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 bienvenue à vous, c'est l'heure de Comics Outcast, le podcast hébergé dans les quartiers du vaisseau Hyper Sans Cesse, réservé aux comic books et à toute la passion qui tourne autour. Qui dit passion dit passionné. Et les passionnés sont là avec moi ce soir, prêts à enflammer les 60 minutes qui viennent. Bien sûr, Lol. c'était ça la blague d'intro, je pense. Ouais, d'accord. Au sein du Studio 17, qui nous héberge depuis quelques semaines déjà. Un merci éternel à ces héroïnes et héros généreuses et généreux qui ont voué leur soirée au noble art du jeu de rôle. D'ailleurs, si elle devait être associée à un archétype de jeu de rôle, elle serait une gardienne. Oui, elle veillerait sur le savoir accumulé dans des manuscrits conservés précieusement dans une bibliothèque enchanteresse au sein d'un lieu magique. Mais elle chercherait aussi par tous les moyens à partager ce savoir. Une sorte de guerrière lumineuse mais impitoyable à l'endroit des bigots et des coincés du boule. La paladine du savoir joyeux, la célèbre Luxbox. Bravo. Ouah, Bravo. bonsoir. Lux, as-tu lu, vu ou entendu quelque chose ces derniers temps que tu souhaiterais partager avec nous? Oui, mais ça n'a rien à voir avec les comics. Eh ben, c'est pas grave. C'est vraiment le moment. Ok. J'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle Love at First Sight et c'était génial, je vous le conseille, c'est une comédie romantique douce. Ça alors? Je l'aurais pas dit. Voilà, et je l'ai regardé par hasard et c'était une réussite. Ah, Donc mais je ça, vous la conseille chaudement. Ah bah écoute, c'est noté. C'est toujours les meilleures découvertes, celle-là. Quand tu regardes un truc par hasard et que ça te plaît, ça reste grave. Ça m'a permis de regarder un paquet de booze quand même. Hein. Là, je suis bien tombée. C'est la rechute. Hein. Ok, ouais, c'est l'émeraude sur la bouse. S'il devait être associé à un archétype de jeu de rôle, il serait un mage érudit, avec pour quête de faire découvrir les mondes de l'imaginaire et les émotions qu'il charrie. Brique par brique, il construirait dans votre esprit un temple Jedi sur Yavin 4, un château des Gelflings sur Thra, un repère vivant pour des mutants insulaires, le conteur des mondes, l'inénarrable Regen. Bravo! Oh là là là. C'est beau. Regen, quoi de neuf dans ta mondothèque? Mon Mondotech, on va se calmer sur Mondo. Hein. Il y a déjà ça, on va se calmer. Écoute, hier j'étais à un concert qui était un ciné-concert avec Le Seigneur des Anneaux. Le Retour du Roi, et c'était fort sympathique. Bah, j'imagine, oui. Des bisous d'ailleurs à Ira qui m'a accompagné. Et c'était vraiment époustouflant. Et je me suis rendu compte que je crois que je ne l'avais pas revu depuis le cinéma. Waouh! Donc ça fait vraiment bizarre. C'était vraiment super cool, quoi. Oh, ça doit être chouette, oui. La chance. Oh là là! Ouais, effectivement. S'il devait être associé à un archétype de jeu de rôle, ce serait un mix normal de Record Boy et de Fixer. Féru de machines électroniques chantantes, il parcourrait les rues de Night City à la recherche d'une cause à défendre, tout en décontraction, ou d'une inspiration vidéoludique à promouvoir et signerait ses actions en laissant derrière lui une boîte à musique. Le technomage, notre chaume Adrien Larouzet. Oui. Bonjour, bonsoir, bonjour. Adrien, qu'est-ce qui t'inspire dernièrement? Eh bien, écoute, deux choses. Alors, un petit jeu indé vraiment pas connu du tout, que j'ai eu la chance d'arpenter la semaine dernière, qui était Assassin's Creed Mirage. Voilà, une petite prod, mais bon, une petite prod française quand même. Soutenez nos indés, hein, bien sûr. Pardon? Soutenez nos petits indés, quoi. Ah, j'avais compris sous une dose de MD. Genre, mais pourquoi? On comprend l'étonnement. Oh bah non. Mais pourquoi je ferais ça? Enfin, bon, c'est un concept. Non, et puis j'ai découvert vraiment un peu late to the party, mais le dernier album de JPEG Mafia et Danny Brown. Et voilà, si vous aimez un peu le hip-hop qui tâche, c'est vraiment bien. Voilà, ça m'a donné envie. En l'écoutant, je me suis dit, vas-y, je vais dans Contrecast faire juste une chronique sur cet album, tellement c'est bien. Je pense que c'est fait pour ça, le Contrecast. Ouais, je pense. Super. Je suis Matt Satonaka, j'ai l'insigne honneur d'être votre hôte pour cet épisode. Et à ce jour, l'équipe m'empêche toujours de présenter ma chronique sur un comics basé sur l'univers de Cyberpunk 2077, un vrai scandale. Petite question, et toi, tu serais quel archétype? Oh, j'y ai pas pensé. Aïe, aïe, Oh bah mince!
Entouré de bibliothèques fournies, assis dans des fauteuils confortables, à siroter quelques boissons aromatiques, nous allons dans un premier temps aborder 3 revues de publications récentes, puis nous concentrer sur un récit en particulier lors de notre focus, et enfin nous évader vers notre section hors les bulles pour évoquer une œuvre en relation avec les comics, mais qui n'est pas un comic book. Je n'ai rien lu de ce qui va vous être présenté ce soir. Aussi, j'espère être votre meilleur allié pour titiller à tout va et vous permettre de décider si vous allez ou non payer votre écho aux grandes œuvres de la culture populaire américaine. Comics Outcast 214, c'est maintenant. Oh putain! Aventurons-nous donc sans peur vers les 3 revues de ce soir. Je commence avec Lux. Lux, quel titre as-tu choisi de nous proposer ? Alors, moi, j'ai choisi de vous parler d'un titre avec un titre. Ah, déjà! Déjà, c'est un bon début. Ça change déjà. Non, mais en fait, le titre me fait beaucoup rire parce que c'est The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos. Peux-tu le répéter une deuxième fois ? The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos. Peux-tu le répéter une dernière fois ? Non, mais je peux le traduire en français. La vie pédestre et étrange de Christophe Chaos. Bravo. Voilà. C'est édité chez Dark Horse Comics. C'est crédité comme auteur par James Tyrion 4, mais si tu pousses un peu dans le fascicule, c'est marqué sur une idée de James Tyrion 4. Voilà. On les connaît, ces vieilles arnaques. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Et c'est donc réellement écrit par Ted Brombal. Et enfin, c'est dessiné par Isaac Goodhart, qu'on a déjà croisé il n'y a pas très longtemps, je crois. Ok. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Christopher Chaos, c'est un jeune garçon, c'est un ado. Mais ce n'est pas un garçon comme les autres. Déjà, il a les cheveux bleus, donc il a naturellement les cheveux bleus, ce qui est quand même plutôt rare dans la nature. Et surtout, quand il ouvre les yeux, il a des hallucinations visuelles sous forme d'équations. Il est super intelligent. Il est capable de fabriquer des machineries super complexes. Et il n'a pas beaucoup d'amis. Son meilleur ami, c'est un pigeon. Ok. Une nuit, il suit un camarade d'école dans les bois. Parce que pourquoi être creepy quand on peut être creepy ? Et il découvre que ce camarade d'école est en fait un loup-garou. Oups. Mais il a à peine découvert cette petite spécificité qu'un groupe de personnages mystérieux en blanc surgit des bois et abat le dit loup-garou. Oh. Christopher, évidemment, il est en panique, il est bouleversé, il prend ses jambes à son cou. Et pas ses chambres, rien à voir. Chambre il à air. se réfugie Vélo. chez lui. C'est ce chambre à air. Il se réfugie chez lui, il est incapable de se confier à sa mère tellement il est bouleversé. Alors il délivre tout ce qu'il a sur le cœur à sa meilleure amie, donc qui est une petite pigeonne. Et c'est lorsque celle-ci est, à un moment, il y a un camion qui va rouler sur le pigeon. Christopher décide de créer une machine pour pouvoir faire revivre le pigeon. Ah. Oh putain. Et donc il se met en tête de faire revivre sa meilleure amie. Ça, c'est le premier fascicule. C'est le réanimator, mais version pigeon. Alors C'est Rouanimator. Rouanimator, déjà candidat au titre de l'épisode. Voilà. Donc ça, c'est juste le premier fascicule. Je vous rappelle qu'on est passé en chronique et 3. Non, en vrai, je vais survoler les intrigues des 2 et 3 pour vous donner envie. Tel un pigeon. Parce que, Oh. par exemple, pour essayer de vous donner un peu envie, plus que ma petite moquerie légère du premier fascicule. En fait, on se rend compte rapidement que c'est une histoire de monstre. Christophe va croiser d'autres adolescents qui sont dotés de capacités diverses et variées, avec tout ce que ça peut avoir comme incidence sur leur vie, parce que déjà, être ado, c'est chiant, parce que bon, ils en ont pas trop, mais bon, il y a les hormones, il y a les boutons, il y a ton corps change, ta voix mue. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale, mais on sent que c'est quand même un moment de bouleversement. Ouais, c'est chiant. Et en plus, quand tu as des pouvoirs magiques qui te rendent incompatible avec le monde extérieur, ça rend ta vie encore plus compliquée. On va croiser pêle-mêle une magicienne, un vampire, le monstre de Frankenstein. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Disons que je ne rentre pas plus dans les détails, mais on a tout un petit groupe comme ça de gens qui vont devoir s'entraider pour pouvoir survivre au monde extérieur et à la vie des adultes, en fait. J'ai une petite question. Oui. Le fait qu'il y ait des monstres, le monde extérieur l'a complètement intégré, compris, ou c'est quelque chose Non, d'exceptionnel ? il se cache, justement. D'accord. Alors, il y a une partie dont je n'ai pas parlé, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Adrien.
Il y a une partie que j'ai pas évoquée qui est la partie qui concerne l'espèce de groupe de gens en blanc que j'ai évoqué dans le premier fascicule là. Eux, ils savent très bien qu'il y a des monstres et ils poursuivent les monstres. Ok. Mais sinon, le reste de l'univers se retrouve. Par exemple, il y a des meurtres qui sont commis par un monstre. Mais c'est une enquête normale parce que les humains normaux ne songent pas que ce sont des monstres. D'accord. Ok. Voilà. Donc mon avis, c'est... j'ai trouvé ça très sympa. Je sais pas si j'irai plus loin parce que les histoires d'ados, c'est pas ma came, mais je pense que c'est vraiment une série à suivre si ça vous rebute pas. Au niveau du dessin, moi j'ai trouvé ça très bonbon. C'est très efficace. C'est vraiment agréable à lire. Ça se lit hyper vite. C'est un petit bonbon. Voilà. Il y en a 4 qui sont disponibles. Le 5e sort en novembre. Je sais plus si tu l'as dit, c'est une ongoing ou une mini-série du coup. Je sais pas, j'ai pas trouvé l'info. Alors, nos auditeurs fidèles le savent, c'est un sujet de plus en plus compliqué parce qu'effectivement, c'est pas clair. Et là, effectivement, je sais pas non plus. J'ai pas... Bon, ça me rassure parce que j'ai pas trouvé l'info. Justement, je voulais savoir si c'était genre un truc en 6 épisodes ou. Je pense que ça va durer un petit peu, mais je suis d'accord. Au niveau de la manière, en fait. Au milieu de scénario, je pense qu'effectivement, il a des visions plus lointaines. Je pense pas que ça s'arrête là, mais bon, à voir. Donc voilà. Donc personnellement, c'est un oui. Et voilà. Et je pense que j'en ai assez dit. Je vais peut-être laisser la place à mes collègues. Eh ben c'est parfait. Écoute, ça a été pitché de manière concise et claire. Et effectivement, moi, ça me pose pas mal de questions. Mais que je vais garder pour moi pour l'instant. Messieurs. Alors, bonjour. Non, bah écoute, j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai adoré. Comme dit Lux, en fait, ça se lit super bien. C'est très dynamique, c'est très moderne. Ça ne s'empêche pas à la fois d'être léger et en même temps d'avoir du fond. Je trouve que c'est une lecture qui est plus profonde que ce qu'elle peut laisser croire, même si elle n'hésite pas parfois à avoir des métaphores vraiment très appuyées. J'aimerais révéler un truc que tu n'as pas dit. Est-ce que je peux... dans les 3 fascicules. Oui, c'est dans les 3 fascicules. C'est dans le cadre de la loi. C'est legit. Non, en fait, il y a quelque chose qui est super intéressant dans la psychologie de Christopher Chaos qui est présenté assez en détail dès la première issue. C'est un jeune garçon qui se sent assez rejeté, différent, qui effectivement a certaines habilités, quoi, mais qui se sent exclu, quoi, du reste de la troupe, du lycée. Et en fait, il a une attirance pour un garçon. Et on comprend assez rapidement, au moins dans les 2 premières issues, on va dire, qu'il y a un parallèle assez évident entre ceux qui sont les monstres et ceux qui sont différents de la société, notamment dans leur sexualité. Jusqu'au point où, donc dans ce à quoi je faisais référence quand je disais des allusions ou des métaphores pas très subtil. À un moment, 3-4 d'entre eux se cachent dans un placard avant d'en sortir pour dire non, en fait, voilà, je vais me battre, quitte à ce que tout le monde comprenne que je suis moi-même un monstre. Et je trouve qu'en fait, ce mélange entre mythologie, un peu c'est les monsters classiques, clairement, parce que c'est le loup-garou, c'est le vampire, c'est les fantômes, c'est Frankenstein, c'est Van Helsing, avec des habiles pas de côté pour éviter les copyright infringement. Ce mélange entre ces monstres et des questions un peu teen d'identité, je trouve qu'elle se marie parfaitement. Et ça donne une autre lecture, alors que pas complètement innovante, ou complètement unique, quoi, mais qui fonctionne super bien. Et je trouve que ce monde, le world building, il est vraiment chouette, que ce soit les antagonistes ou les héros. Il y a des emprunts assez évidents à Batman. Il y a il y a quelque chose qui assume le comics, le médium, ce que ça permet de faire, ce que ça permet de dire, à quelle vitesse ça le dit, etc. Voilà, j'ai trouvé ça très bien écrit.
avec un super rythme. Il y a plein de bonnes idées, quoi. Les chara design, en fait, je trouve ça chouette. La mise en couleur est belle et tout. Vraiment, j'ai adoré. Merci beaucoup, Lux, pour ce choix. Est-ce qu'il y a de l'humour? Oui. D'accord. C'est drôle. Ok. Non, c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est pas dans le pathos, quoi. Enfin, malgré ce que ça peut, pouvoir évoquer. Ouais. Mais non, c'est vraiment marrant, quoi. Et c'est même assez léger dans sa métaphore un peu grave, quoi. Enfin voilà, je sais pas, c'est cool. Même si ça n'hésite pas visuellement à montrer des choses. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a notamment la présence de sang un peu prononcée à certains moments. Très rapidement, d'ailleurs. Ouais, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas teen naïf, quoi. Non. Je sais pas, on utilise vraiment le code du c'est des jeunes au lycée, mais je me suis pas senti, j'ai 2 fois l'âge d'être au lycée, je me suis pas senti Primeur. je me suis pas senti exclu, quoi, de cette histoire. Bien. Regan. Ouais, c'était plutôt sympa. Moi, ça m'a fait penser notamment à ce qu'essaie de faire Archie Comics, ouais, grave. Avec Archie Horror, tout ça. Ce côté rajeunir les sujets teenage qui sont de base un peu désuets dans le monde du comics. Et ça marche effectivement plutôt bien. Après, on reste quand même dans une ambiance young adulte, comme on le disait au niveau des enjeux, tout ça, mais c'est pas un reproche, c'est juste de savoir dans quoi on s'embarque. Alors, je vous avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé à lire la première issue, puis oula, c'est quoi? C'est un mode HPI, tu sais. Enfin, je suis par pitié, partons pas là-dedans. Et en fait, j'avais pas vu venir effectivement qu'on parte complètement dans le mode Monsters, et ce qui était effectivement plutôt bienvenu. Ça me fait penser aussi à Mad Men de Allred pour le côté un peu naïf. Ce côté un peu grotesque, mais dans le bon sens du terme, notamment aussi au niveau des designs. Ça marche plutôt bien. Vraiment, je m'attendais pas à ça. J'avoue que je pensais vraiment que ça allait être une série teenager, etc. Du coup, c'était plutôt sympa. Il y a quelques belles idées de mise en page. Il y a quelques pages très inventives au niveau des designs, etc. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est plutôt sympa. Non, globalement, on passe un bon moment. Après, voilà, je pense pas c'est pas le genre de comics vers lequel j'irais de base, mais clairement, c'est le genre de choses qu'on peut prendre plaisir à lire, même si c'était pas forcément prévu dès le départ. Petite info, effectivement, qu'on nous a partagé dans le Discord, c'est que pour l'instant, c'est une ongoing sollicitée jusqu'au numéro 7. Donc, ça va dépasser, en tout cas, ce qui pourrait être une mini. Et à voir, donc, si ça continue. Donc, efficace, des personnages sympas. Non, ça fonctionne bien. Quand tu dis ongoing sollicité, c'est-à-dire que l'éditeur en a demandé déjà 7, c'est ça? La 7e a déjà été annoncée pour le mois prochain, j'imagine. Ou enfin, les previews, c'est quelques mois après, quelques mois avant. Ouais. C'est juste que pour l'instant, ça peut être finir en 7, en 8, en 9. C'est minimum. On a dépassé le seuil de la mini-série, en tout cas. D'accord, ok. Donc, ce qui veut dire, ce qui donne quand même une bonne nouvelle quant à la réception de c'est plutôt bon signe, effectivement. D'accord, ok. Écoutez, une fois de plus, ça a été concis, et je pense que de ne pas trop en dire sur la 2 et la 3 laisse le mystère pour essayer de comprendre, parce que vous me dites bien, vous me confirmez bien que au-delà des histoires que vous m'avez déjà racontées, il se passe d'autres choses dans le 3, pas forcément des revirements de situation. En fait, sans en révéler, il y a, désolé Kikos, il y a un petit côté Paper Girl, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a des histoires qui se passent autour avec des entités, ou en tout cas des factions qui commencent à se mettre en place. D'accord. Mais voilà, on a à peine effleuré le sujet pour l'instant, on ne sait pas beaucoup plus. C'est pour ça que je disais world building, en fait. Vraiment, okay. Derrière l'histoire de quelques personnages se trame quelque chose. C'est bien ça. Qui donne envie d'en savoir plus. Ouais, très bien. Il faudra que vous m'expliquiez quand même entre le monstre de Frankenstein, les vampires et le pigeon. J'arrive pas trop à voir mais je suppose que le pigeon. Je te répondrai simplement It's Alive. Voilà. Oui, d'accord. Ok, je comprends bien. Je comprends bien. Eh bien, écoutez, comme je le disais, moi ça me donne envie de me plonger dedans. Est-il besoin de résumer ces avis qui sont ma foi extrêmement clairs? On parle d'histoire de monstres et d'adolescents. Cette saison en plus. J'ai noté, j'ai noté des dessins bonbons. Une lecture rapide, dynamique, moderne, léger, mais avec du fond et une bonne surprise, ce qui lui vaut peut-être la note de 4 pigeons sur 5. Oh. Passons sans plus de battements à la deuxième revue. Regan, de quoi vas-tu nous parler? De sacrifice.
Les bonnes ambiances directes. Oh bah ouais. On est quand même, malgré nous, dans une petite ambiance d'Halloween. Hein. Alors, plus vous que moi, malheureusement, Oui, mais il y a bon. un petit quelque chose Bah, quand même. un peu. Hein. T'as su le pitcher quand même. Bon, tout à fait. Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà, nous n'avons point aimé avant de recevoir votre amour. Nous n'avons point appris avant votre enseignement. Nous n'avons point prospéré avant que vous nous ayez sustentés. Nous n'avons point connu de charité avant que votre lumière nous guide. Ô Sainte Père et Mère, seulement par votre grâce divine, nous connaissons l'harmonie, la paix et l'amour. On l'a perdu. Voilà. On l'a perdu. C'est sur ces paroles de foi, dans un monde qui semble ne tenir que par cette dévotion, effectivement, que le comic se s'ouvre. Et cette abnégation nous laisse assez perplexes, puisqu'on est dans une famille nombreuse de pigeons humanoïdes. Non mais. Oui, il y a un thème qui se dégage. Il y a un thème qui se dégage. En train de faire donc ses bénidicités, avant d'être interrompu par un jeune oisillon à la fenêtre, qui s'avère être un des fils de cette famille de fermiers modestes, mais qui semble pas à sa place, enfin, très, très mal vu, un paria, quoi. Et le père se rue dehors, ceinture à la main. Ah, bonne ambiance. On commence fort, hein, et le corrige vertement suite à... Mais avec ses ailes, comment il fait pour attraper le... Alors, je dis humanoïde, j'ai pas dit qu'ils étaient complètement pigeons. C'est plus la tête et les serres. D'accord. Donc il le moleste, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Le fils, ne recevant d'attention que par une de ses jeunes sœurs, qui va le voir après pour lui offrir un petit peu à manger, au cœur de la nuit. Changement d'ambiance, autre lieu, cette fois-ci luxueuse, avec des plus érudites, avec des livres, etc. Nous sommes sur le focus de la princesse Soluna, fille du seigneur Rokos, qui s'ennuie et préfère écouter aux portes du palais plutôt que d'étudier. C'est quand même plus sympa. Et en ce moment, il y a effectivement le préparatif du gala annuel de la régénération qui se prépare. Ce sera bientôt du coup l'heure de voir sa mère, qu'elle apparemment ne voit pas spécialement, Luna. Littéralement, hein, Luna, Rokos, le soleil a rendez-vous avec la lune, hein, j'ai envie de vous dire. Toujours pigeon? Non. Ah. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, donc on est plutôt cheveux de feu, un peu élémentaire. La fille est un peu entre deux, justement, parce que c'est la fille du soleil et de la lune, et son père, par contre, c'est un élémentaire de feu royal, s'il en est. Et elle ne pourra pas participer à cette fameuse cérémonie, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Trop jeune, dit son père. Mais Rokos a du travail et il a un monde à éclairer, hein, littéralement, puisque c'est littéralement le soleil. Okay. Donc voilà pour le setup de ces deux ambiances, hein, et on va retourner donc sur le monde de la Terre, donc qui est illuminé par le soleil, par Rokos, et on va retourner à cette famille de modestes paysans, car en effet il est l'heure, des soldats se présentent à la ferme et c'est l'heure de la récolte. Ah oui. Ah. Et comme vous vous doutez, on ne parle pas de blé, oui. Évidemment. On comprend en effet que chaque famille de ce monde semble devoir fournir un enfant en sacrifice pour le bien commun. Le père, dans un dernier sursaut de rébellion, refuse. On comprend aussi du coup que, alors, ça n'excuse pas son acte, mais le but était effectivement que la famille ne s'attache pas à un futur sacrifié, littéralement. Mais le fils lui-même, sous la menace du soldat qui est prêt à en découdre, lui dit non, mais je vais y aller, c'est ma destinée, je prends les fers. C'est pas l'aîné, c'est pas le puiné, c'est vraiment. C'est l'aîné, oui, je crois que c'est l'aîné. Oui, c'est l'aîné, il me semble, tout à fait. Ouais. C'est pas précisé, mais ça semble être l'aîné, en tout cas pour cette famille-là. Et donc il décide d'aller de son plein gré. L'ordre et l'harmonie à une seule condition, un seul sacrifice, dit le soldat. Donc ça semble être la condition de ce monde. Nous allons donc par la suite, donc ça c'est littéralement l'issue 1 pour résumer, et nous allons par la suite donc suivre cette troupe de soldats qui va aller de village en village, de maisonnée en maisonnée pour cette fameuse moisson. Le point intéressant pour se dérouler, c'est que la réception va être très différente d'un village à l'autre, d'une famille à l'autre. On croise par exemple un village qui célèbre ce sacrifice comme une bénédiction, puisque ça permet apparemment à ce monde de tourner. Et donc, ce sont des élus dans un village d'orques, d'ailleurs, orques qu'on connaît, hein, les orques qui nagent dans l'eau, si je puis dire. Ah oui, d'accord. Toujours pas humanoïdes.
ils sont célébrés comme des élus qui vont se sacrifier pour le bien commun. Et donc on va suivre donc cette petite troupe et donc effectivement spécifiquement les enfants qui sont moissonnés, donc qui sont offerts et qui suivent cette troupe de soldats. Parce qu'on se rend compte que même eux ne savent pas exactement de quoi il s'agit en fait. Donc apparemment j'imagine qu'ils ont bien compris qu'ils ne rentreraient pas chez eux. Mais au-delà de ça, on ne sait pas, ils n'en savent pas plus. Donc ils vont spéculer un peu, se dire qu'est-ce qui se passe. Moi je suis sûr qu'on va nous jeter dans un volcan. Moi je suis sûr que le paradis nous attend, etc. Chacun y va de sa supposition, mais on n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas sur la deuxième issue. Et ils arriveront à la fin de leur périple à pied pour cette fameuse moisson. À la fin de l'issue 2. Et c'est dans l'issue 3 que nous apprendrons quelle est la nature de ce sacrifice. Et bien sûr, vous en doutez, je ne vais pas vous le dire pour ne pas gâcher l'effet. C'est les Hunger Games. Il est fort. Ah oui, bien sûr. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, donc on a quand même pas mal d'infos en 3 issues. Comme je vous le dis, on a l'info de ce qu'est ce sacrifice dès l'issue 3. Et donc voilà pour ce qui est du résumé. Est-ce que ça vaut le coup quand même ? Alors, j'allais y venir. Oui. S'il Très faut bien. la faire courte. Pour la faire un peu plus longue, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le style visuel, etc. D'ailleurs, je voulais m'arrêter sur le travail magnifique de Max Fiumara. D'ailleurs, j'ai oublié de... Franchement, j'ai honte. Donc, c'est de Rick Remender, évidemment. Ah bah oui. Qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Je me doutais bien. Comme tu parlais pas de relation père-fils, je me suis dit, c'est pas de Jeff Lemire. Donc, on retrouve effectivement un peu le travail que peut faire Rick Remender dans ses bons jours, sur Seven to Eternity, etc. Donc Max Fiumara au dessin, qui a fait notamment du Web Sapiens ou du Sandman, aux couleurs Dave McGregor de Northlander ou Low, au lettrage Russ Wooton qu'on a vu sur Walking Dead ou Invincible, et au logo design Erika Schnatz qui a travaillé pour Scumbag ou Kaya, et donc sacrificeur chez Image Comics dans le label Giant Generator. On aura l'occasion d'en reparler, et on est sur Ongoing qui pour l'instant est à 3 issues. Voilà, désolé, j'avais que j'oubliais un truc. Donc effectivement, magnifique travail de Max Fiumara, aussi bien dans le style de dessin que dans la direction artistique. Parce qu'il y a ce côté très inventif, un peu... Alors, c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, un peu comme Black Science, c'est ce côté vraiment d'essayer d'avoir des concepts visuels différents de ce qu'on voit d'habitude. Et vraiment, il y a vraiment pas mal de belles choses, notamment ce côté, comme je disais, un peu humanoïde, qui me fait penser à Autumnland, pour ceux qui connaissent, de Kurt Busiek et Ben Dewey, qui malheureusement n'a pas été publié en entier chez nous, même si on en a eu quelques tomes. Et vraiment, c'est très, 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 très beau. Enfin, moi, j'ai adoré. Pour vous donner une idée, notamment, il y a un soldat qui vient faire la moisson, qui est un scarabée, donc toujours pareil avec ce côté humanoïde, qui me fait penser au toy de Ben. Ben, on te salue, qui a un scarabée humanoïde un peu en soldat, qui est très très sympa. Non, vraiment, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé l'approche différente du côté de la récolte, parce que souvent c'est des sacrifices. Comment dirais-je, des élus qui s'élèvent, etc. Non, là, c'est pas le sujet. Sans spoiler ce que ça va donner, c'est clairement pas le sujet. Vous doutez bien, ça va pas tourner dans le bon sens. Je note juste une petite parenthèse qui m'a fait rire. On retrouve une arnaque classique des dessinateurs de comics, le fameux panel noir. À un moment donné, il y a une personne qui se retrouve avec une cagoule sur la tête. Écoute, si on peut faire des économies d'1 ou 2 pages, on prend. Non, blague à part, j'ai vraiment trouvé ça très sympa. C'est assez prometteur. Moi, l'Heroic Fantasy, du coup, même si on n'a pas vu de combat, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est plutôt très intéressant. Et ce petit twist de l'épisode 3, je me demande effectivement où on va. Et donc, oui, dernier point, je laisser parler mes petits camarades. Quand je vous parlais du soleil et de la lune, donc ce sont des entités du humanoïde eux aussi, et c'est sous-entendu que ce sont des dieux, littéralement. Enfin, ils sont au-dessus du reste du monde et dirigent ce monde de manière apparemment éclairée du moment qu'on veut bien sacrifier un membre de sa famille. Voilà, mais ces dieux, eux, si j'ai bien compris, n'ont pas de forme d'animaux. De ce qu'on en a vu, pas spécialement. Enfin, on en voit un peu plus dans le tome 3. Alors, il doit en a peut-être en voir quelques-uns, mais Rocco, par exemple, et Luna, non, pas spécialement. C'est plus humanoïde tout court. D'accord. Plus déité. Ok. Et ben, ma foi, ça me semble être bien prometteur tout ça. Et puis, tu nous as bien saucé pour le sens de ce sacrifice dans le troisième épisode. Lux, qu'en as-tu pensé ?
Eh bien, moi, déjà, j'ai trouvé ça magnifique. Ah, Vraiment. Ça m'a vraiment séduit visuellement. Mais dès les premières pages avec ce petit pigeon bleu, là, dont j'ai trouvé les... C'est pas uniquement le dessin, c'est les mouvements, les décors. Tout est... Il y a une espèce de poésie dans la façon dont c'est dessiné qui m'a complètement séduite. Complètement. Et qui, du coup, se prête très bien aux propos... C'est très touchant, du coup. Ouais. Oui, j'ai noté émouvant, tu Ouais, vois. clairement. Ça m'a ému parce que le dessin et le propos rend les personnages très attachants. Sans qu'on sache où ils vont, mais on se doute qu'ils vont aller vers un destin peut-être pas funeste, mais ils sont mal barrés, quoi. Et du coup, ouais, c'est à la fois fascinant, c'est à la fois doux et affreux. J'ai très envie de lire la suite parce qu'effectivement, il y a ce plot twist de la fin de l'issue 3 qui est assez... C'est assez vénère. Enfin, on a une info qu'on attend depuis le début, oui. mais du coup, c'est... Bah ouais, et qui rebat les cartes, en fait. Complètement. Donc voilà, je sais pas combien il va y en avoir, mais je vais probablement lire la suite. Très bien. Tu disais tout à l'heure, Regan, qu'il y avait une ambiance heroic fantasy. C'est marrant parce que la façon dont tu me le décrivais au début, je sentais un truc un peu, bon, pas contemporain, mais pas dans le monde de l'heroic fantasy. Ah, c'est marrant. Ouais. Mais pourtant, c'est bien le cas alors. Ah oui, complètement. Ouais. Ok. D'ailleurs, je crains du coup l'avis suivant. Oui, je suis pas un fan d'Heroic Fantasy de manière assez notable. Cela dit... Sur la place de Paris. Non, mais moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Enfin, je l'ai pas vécu comme un truc, tu vois. En fait, c'est pas de KPDP, hein, effectivement. Voilà. En fait, je crois que ce que je n'aime pas dans l'Heroic Fantasy, à savoir des archétypes sur lesquels le récit se repose assez lourdement, ici n'existe pas tel quel. C'est pas, tu vois, tu te dis pas. Ah tiens, telle race doit être forcément inférieure ou au contraire. Enfin bon. Donc moi ça m'a pas gêné du tout. Disclaimer, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Voilà. Je vais juste m'efforcer de faire un petit peu l'avocat du diable parce que il en faut bien un. Contraster, voilà. J'ai été un petit peu surpris assez agréablement par la note de Remender à la fin du premier chapitre, où il dit quelque chose comme en dire très peu dans un comics, dans l'art séquentiel, c'est ce qu'il y a de plus dur. On est souvent obligé, de par les outils qui sont à notre disposition, de compenser par des scènes d'exposition, par des scènes de machin. Et moi, ce que je veux faire avec ce comics, c'est justement d'en dire le moins possible et charge au lecteur de venir comprendre ce qu'on a bien voulu lui dire, etc. Et ça, je l'ai mal pris. Enfin, je trouve que c'est très prétentieux, en fait, de dire ça. Et quand bien même on ne peut que constater qu'il le fait bien, c'est vraiment un comics de très très bonne facture. Enfin voilà. Petite ombre au tableau avec cette note. Cette note qui semble dire genre on a un truc vraiment super intelligent à dire. Et je dois dire qu'en fait moi la chute de ce chapitre 3 m'a assez déçu en réalité. Parce que je trouve ça un peu déjà vu. Convenu. Ouais, peut-être un peu convenu. Ouais. Bon, ça m'a évoqué plein de trucs que je vais pas citer là parce que sinon ça serait du spoiler, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà lu, vu, joué ce truc-là. Tu as déjà vu l'arc narratif ou tu as déjà vu la morale ou l'histoire Non, mais le dispositif, quoi. Tu vois, bon, vraiment. La mécanique. J'ai pas lu le 4. Il y a un 4 déjà ou pas? Non, on est. Non, ok. Ou alors il vient juste de sortir. En tout cas, voilà. tout bon, chaud, voilà, c'est vraiment tout chaud. J'ai vraiment hâte de la suite et je le lirai clairement parce que l'univers qui est fait, il est super. Bref, voilà, un petit peu déçu, mais voilà. Et si je peux rajouter quelque chose à charge également, Remender écrit dans ce comics en tout cas. Parce que je peux pas dire que je connaisse tout ce qu'il a fait, mais un peu à la Tom King ou un peu à la Alan Moore. Il y a un truc un peu quand même de
De bien, quoi. Je vais pas. Non, mais alors, oui. Non, mais J'ai vu pire insulte, mais on te laisse continuer. mais complètement. Non, mais je fais partie des défenseurs. Mais tu vois, si je mets ma casquette de Kétrus, on peut reconnaître que ces gens-là écrivent d'une manière un peu empoulée quand même. Et que là, ça tombe un peu dans ce travers. Alors là, tu vois, on va avoir éventuellement cette petite facette de la fantasy que j'aime pas trop. C'est vraiment genre... regardez, je vais faire des phrases compliquées ou des espèces de récits dans le récit, beaucoup de Mais ça va pas avec, machin. ça va pas justement avec l'heroic fantasy, Bah, grandiloquent. Ouais, peut-être que si. Les codes Mais slip, tu vois, voilà. donc l'amorce de la chronique de Reagan qui cite effectivement ces trucs un peu bibliques comme ça Oui, là-bas. ça fait très biblique. Hein. Moi, ça me refroidit 2000, tu vois. Enfin, Ouais. même si je comprends que dans l'univers ça marche et voilà, mais bref. Non, mais c'est intéressant. Tout ceci étant dit, vraiment foncez parce que vraiment c'est super en fait. Mais peut-être à attendre quand même en TPB quoi. Mais bon, il y a des bons plot twists. Voilà, ça donne envie de suivre mois après mois. Juste pour rebondir sur la fameuse révélation du tome 3 sur la notion de sacrifice, moi ce qui me rassure, c'est que justement c'est pas la fin. Carrément. Du coup, mais même ça pourrait presque. Non mais justement, c'est-à-dire que même si c'est un élément qu'on a effectivement déjà vu ailleurs dans d'autres éléments, ça me rassure que justement ce soit pas le message final, ce n'est que la première étape de ce qu'il veut raconter derrière. Sinon, ça se conclut un peu sur un truc de l'air du temps, mais un peu facile quand même. Bon. C'est pour ça que je suis rassuré parce que clairement ce n'est que la première étape. Effectivement, si ça devait s'arrêter à ça, c'est genre hashtag on dirait Black Mirror, tu vois, ou ce genre de choses. Mais je suis vraiment rassuré de ce côté-là. On est donc, comme on le disait, Remender, c'est un peu tout ou rien. Il y a de l'excellent, il y a du très moyen. Là, on est plutôt sur des bonnes bases pour la suite et je pars assez confiant, tel Seven to Eternity, que je ne saurais trop que vous recommander. Eh bien, écoutez, une fois de plus, merci pour ces avis. J'ai noté de la foi, j'ai noté des pigeons humanoïdes, j'ai noté que ça valait le coup, mais que c'était magnifique, qu'il y avait, et ça, ce sont pour moi deux piliers qui sont essentiels, des personnages attachants, bouleversants, et un univers qui était super, donc je prends, ce qui nous vaut une note de 2 Rick sur 3. Félicitations Riku, moi j'aime bien Klaus, hein, mais bon, je ne sais pas si ça fait partie. Qui est quand même plutôt Rick Hunter. Rick Hunter. Alors niveau ref, là, accrochez-vous. Je ne ferai pas l'imitation. Rick Hunter. XT si tu nous entends pour les voix. Alors Rick Hunter, je sens que XT va m'égorger, mais je me demande si Rick Hunter c'est pas le nom aussi du héros de Macross. Ah, c'est pas impossible. Ouais. Bah, en même temps, ils ont même Charles Aznavour dans Macross, donc dans Gundam. Dans Gundam. Donc. Exact. Revue numéro 3. Adrien, je crois que tu as décidé de refroidir l'atmosphère. Ouais. En fait, moi, j'ai fait le choix de la bonne feignasse. Genre. On connaissait la bonne auberge. Ouais, non. Nouveau spin-off. Ouais. La bonne feignasse, c'est celui qui choisit plutôt une petite anthologie en une issue que 3 chapitres, quoi. Bon, c'est économique aussi, faut le dire. C'est-à-dire que du coup, je vous propose 5 histoires pour le prix d'une et demie, à peu près. 7 €. Les condensés sucrés. Voilà, c'est ça. Et comme le lait condensé sucré, je pense que ce comics aura ses amateurs et ses détracteurs. D'accord. Un comics clivant. Voilà, non mais par exemple dans le lait concentré, vraiment il y a la petite partie un peu sucrée et tout qu'on aime bien, il y a aussi la partie c'est un peu écœurant. Alors moi je parle de ce soir un comics qui s'appelle Headless Horseman qui est chez Dark Horse Comics, une petite anthologie d'histoires d'Halloween. Qui donc comporte 5 histoires par différentes personnes. Pourquoi j'ai acheté ce comics, au-delà du fait que je sois une grosse feignasse, le dernier récit qui est mis en dessin par Tyler Crook. Voilà, et variante cover de Meg Mignola. Voilà, ça fait un C'était perdu d'avance. C'était perdu d'avance. Bah oui. Alors, comment vous présenter ce comics ? Je vais vous dire
Je vais vous résumer les petites histoires éventuellement. Mhm. Il y en a 2 qui valent le coup, il y en a 3 qu'on met à la poubelle. Je peux le dire à peu près comme ça. Ok. En fait, je sais pas exactement ce genre d'anthologie, comment tu ne peux pas être déçu. Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu comme ça quand même. On en parle de temps en temps. Le principe même d'anthologie, bah, forcément, c'est compliqué. Bon, cela dit, j'ai présenté Swan Songs la dernière fois. J'ai lu le 4e chapitre. C'était très bien. C'était plutôt une anthologie, en tout cas sur 4 sur 4 pour le moment, qui sont bien. Mais bon, là, c'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément peut-être le haut du panier des dessinateurs et des auteurs et voilà, de chez Dark Horse. On commence donc par une petite histoire qui s'appelle Entertainment System. On reconnaîtra bien sûr un clin d'œil à la NES. Wink, wink. Wink wink, qui va parler de récits RPG de jeux vidéo, quoi. En gros, vu de l'intérieur, quelqu'un qui mettrait un... Alors est-ce qu'il y a un truc un peu comme ça ? Non, en fait, j'ai été perturbé par la première image où on voit donc une narratrice qui lance un petit peu l'histoire comme on ferait dans un... les contes de la crypte, par exemple. Tout de suite, ça m'a un peu refroidi. Il y a une tête de zombie ou Frankenstein, je sais pas, un truc comme ça, qui porte un casque VR et dessus c'est marqué Merda Quest. Alors, ce genre de petite vanne sur les marques, vole pas, ouais. un peu genre en mode hey, vous avez vu comment je dénonce la technologie ? Moi, ça me refroidit direct. Prends une marque d'iPhone et tu l'appelles Banana, je sais pas quoi, ça me saoule. Je trouve pas ça marrant du tout. Bon, bref. Et ici, on voit quoi ? Un héros qui se réveille et à qui on donne une quête complètement conne, genre prends l'épée puis va trancher la tête de machin. Et on a donc une petite aventure assez haute en couleurs, plutôt bien dessinée, plutôt jolie par ailleurs, d'un personnage principal qui va donc de quête en quête. Et un petit peu le gimmick, c'est que ce joueur, parce que clairement c'est présenté comme un joueur quand même si on voit l'avatar, il brute force un petit peu sa quête, tu vois, et il ignore les side quests. En gros, on dirait moi qui joue à Assassin's Creed Mirage. Clairement le message. Hein. Voilà, c'est-à-dire genre tous les personnages qui clairement juste sont là pour rajouter de la durée de vie au jeu. Et promis, je fais pas une chronique sur l'univers du jeu vidéo en 2023, mais c'est infernal. Et donc on voit ce personnage là qui, en gros, ignore tous ces NPC. Je vois pas, qui n'a pas 120 heures à perdre voilà, pour un c'est Assassin's ça. Creed de nos Aller jours. sauver le chat de la mère Michel dès que tu croises quelqu'un, quoi. Et voilà, c'est plutôt joli, c'est un peu inconséquent. À la fin, il y a une espèce de moralité. Pardon, je vous spoil complètement l'histoire, mais allons-y. Je veux dire, je vais avoir du mal à ne pas spoiler des récits qui font 6 pages et demie. La moralité, c'est un petit peu genre, disons que si vous vous comportez comme ça avec les NPC, soyez sûr qu'à la fin, ça sera vous le grand méchant de l'histoire. Tu vois. Un truc un peu comme ça. Littéralement, Ouh. soyez sympa. Voilà. Ouais. Alors là, la morale, niveau l'auteur, on peut dire qu'il s'est craqué, quoi. C'est une première histoire. Je me suis dit, bon, c'est mal barré, je vais peut-être passer pour un con quand même cette fois-ci. On enchaîne avec une autre histoire On sent l'angoisse. qui est visiblement dessinée avec le cul. Enfin, je sais pas, la personne visiblement n'a pas pris soin de mettre des lunettes. Écoute, bien entraîné, je suis sûr que ça peut le faire. Voilà, et donc c'est une maman qui promène sa fille dans un comment on appelle ça, les défilés de Halloween le soir où les enfants ils font trick or treat, quoi. Sauf que la petite fille échappe à la vigilance de sa mère et un rôdeur déguisé en cow-boy va la prendre un petit peu en chasse. Bref, c'est un peu nul. Franchement, cette histoire, c'est vraiment genre ni le développement, ni la mise en scène, ni le dessin, les couleurs éventuellement, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à garder de ce récit. Et ensuite, on attaque avec le 3e, et alors là, je sais pas, peut-être qu'on en débattra après, oui ou non. Dès les premières cases, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Mais Ouais, y a un mais. je ne m'attendais pas à ce que ça soit l'histoire qui presque me fasse le plus vibrer de ce recueil. Ça s'appelle... comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, parce que c'est marqué qu'à la fin, bien sûr. Petit effet de réal. Ouais, quand même. Pardon, ça s'appelle Le Chaperon de Chaperone. Et donc, c'est des gamins qui vont faire du porte-à-porte également le soir d'Halloween. Et sauf que le nouveau gamin de l'école
qui va faire partie de la bande, bah, visiblement ce gros relou, il a pas réussi à se débarrasser de sa mère, quoi, tu vois. Il a un adulte qui est collé à lui et qui va les suivre tout le long de la soirée. Alors ils y vont, ils font un peu porte-à-porte et C'est tout pas ça. bon pour le business, ça. C'est pas bon pour le business, puis bah voilà, les gamins ils pensaient passer une soirée un peu cool. À noter que ça se passe dans les années 80, donc les costumes Ouais. vont avec. Ouais. Ils sont Ghostbusters et puis ils écoutent du Devo aussi ou ça se passe comment? Bah, il y a un peu de ça, il y a le personnage principal entre guillemets, enfin en tout cas celui par lequel on commence, il est déguisé en Hulk Hogan. Hulk Hogan, ouais. Hulk Hogan, pardon. Donc voilà, enfin bon bref, c'est assez rigolo. Et puis dans une ambiance un petit peu à la radio, ça dit qu'il faut vraiment faire très attention à Halloween, il y a des psychos qui traînent et tout, et donc la maman de ce gamin-là, elle lui dit genre bon, si tu vas dehors, voilà. Mais visiblement un petit peu rassuré qu'il y a une adulte quand même dans le groupe, même si les gamins ils sont saoulés. Et puis il commence le porte-à-porte, la soirée s'enchaîne, il ramasse un peu des bonbons, mais pas que. Il y a aussi les relous de parents qui donnent des crayons de coloriage et puis aussi des brosses à dents pour se laver les dents, tu vois. Donc les gros relous. Et puis au fur et à mesure que les gamins traversent la rue et tout ça, l'adulte qui les supervise augmente un tout petit peu la pression, quoi, au fur et à mesure, genre tenez-vous bien, nanana. Et je vais pas aller beaucoup plus loin dans ce récit-là parce que je pense que ça vaut le coup de le lire quand même. Ça mérite, ouais. En gros, le gamin, le new kid de la bande, il dit mais c'est pas ma mère en fait. Oh merde. Et juste ce petit plot twist là qui rajoute un petit Honnêtement, truc. j'ai rien vu venir. Moi, Ouais. personnellement, j'y étais absolument pas. Et du coup, ça devient genre ultra creepy. Oh, c'est excellent ça. Et en fait, la pression, elle est assez balèze. Et moi, ça m'a évoqué un peu, tu vois, genre un bon chair de poule. Où tu vois, tu sais, on est un peu dans cette ambiance-là, mais avec une bande de gamins, ou en vrai un bon Stephen King, tu vois, avec cet adulte qui est de plus en plus présent. Et c'est un inconnu, et clairement, ça va un peu monter dans les tours. Et le récit est un petit peu plus long, et vraiment, ça vaut le coup. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très bien, très bien. Ça enchaîne avec quelque chose d'un peu plus anecdotique, qui est l'histoire d'une autrice, d'ailleurs très Stephen King, quelqu'un qui est pris dans une résidence d'écriture et qui est donc dans une maison toute seule, et puis bien sûr Qui l'environnement lance une balle de tennis sur un mur. voilà, c'est ça. J'ai Et tellement l'environnement pensé à lui, en le lisant. Ah bon? Oui, la résidence d'écriture, ça m'a fait penser à toi. Ah bah, moins creepy, les miennes sont Sont plus sages. Confirme, oui. Non, mais là, voilà, une meuf qui est dans une résidence d'écriture et tous les jours, elle reçoit un panier avec sa bouffe et tout, elle voit personne, et puis l'environnement commence à être un petit peu oppressant envers elle. J'en dirai pas beaucoup plus. Et puis la dernière, qui est donc dessinée par Tyler Crook, qui est assez inventif quand même. C'est au début une bande de gamins, donc en Dracula, en momie, en loup-garou et en Frankenstein. Donc on revient au premier comics qu'on a chroniqué. Sauf qu'en fait, on comprend assez rapidement qu'ils sont pas déguisés. C'est vraiment des petits monstres. Et ils vont visiter une fun house, donc une maison hantée. Sauf que bah du coup, c'est un monde, c'est Bizarro World, quoi. Donc si les monstres visitent une maison hantée, qu'est-ce qui se passe dans cette maison hantée? Et là, c'est des scènes de notre société, de notre réalité, qui sont de plus en plus, quelque part, tristement, de plus en plus banales, mais où comment dire, il y a un truc un peu de notre civilisation qui dérape, tu vois, où l'auteur se fait plaisir à montrer du coup des trucs un peu de plus en plus trash, mais aussi à la fois de plus en plus banal, et les petits monstres là comme ça entre jeunes qui genre j'ai peur, non j'ai pas peur, machin. et voilà, et cette dernière histoire, moi elle m'a pas mal plu en vrai, pas tant pour son dispositif que pour son art, parce que Tyler Crook il est fort, c'est vraiment beau, c'est bien dessiné. C'est pas un escroc. Non, Tyler Crook n'est pas un escroc. Et voilà. Et donc, et quand même, pas une lecture complètement achetée, pas franchement un super cahier que je recommanderais, mais deux petites histoires qui, moi, m'ont un peu mis dans l'ambiance d'Halloween. Et rien que pour ça, allez, ça vaut le coup. Petite question avant de passer la parole à Reagan. Rien sur le cavalier sans tête? Absolument pas. D'accord. Alors, si je sais ce qu'il a dit au début, c'est lui qui fait la liaison entre les. Oui, pardon, l'espèce de narrateur un peu à la. Mais je veux dire, Non, pas il est là, l'histoire. non, il est là une case au début, une case à la fin. Quoi. Une D'accord. page au début, une page à la fin. Très bien. Reagan, dis-nous. Je pense qu'il a pas mal résumé. Pour revenir sur les différents éléments, donc le premier pour moi, clairement, soyez sympa comme morale, voilà.
Le deuxième, c'est juste qu'il y a une blague qu'il n'a pas racontée, mais voilà, c'est pas très drôle non plus. Le fameux, la petite fille qui se fait poursuivre par... Je l'ai même pas tilté alors, je crois. Oui, enfin, c'est le retournement de situation à la fin. Enfin, c'était pas très intéressant. Clairement, le plus réussi, c'est la chaperonne. Il y a vraiment, comme tu dis, cette ambiance un peu pareil, Creepshow, tout ça, avec la bonne morale qui va bien. Non, c'était cool. L'autrice, bon, c'est très anecdotique. D'ailleurs, il y a 3 phrases, juste un peu d'ambiance. Là. Et pour le dernier, donc la maison de l'horreur, alors je trouvais ça sympa. C'est quand même très gros sabots. bien gros sabots. Tu n'aimerais pas du tout, en l'occurrence, Matt. Mais, non, mais je te le dis. Et, mais je vais regarder rien que pour ça. Oui. Je vais mais ça va, on passe un bon moment. Et puis visuellement, évidemment, t'as leur croc qu'on achète tous les jours. Quand on a l'occasion, bien sûr. Donc, globalement, voilà, deux histoires sympas. Le reste, moyen sans plus. Je n'ai pas passé un mauvais moment. Est-ce que ça vaut son achat ? Je ne suis pas sûr. À voir. Je vous ai offert une lecture facile. Oui, effectivement. Est-ce qu'il faut te remercier Lux Okay. Non, mais j'aime bien moi les petites histoires d'horreur, mais là j'ai rien trouvé d'original en fait. Ouais. Donc j'ai noté, j'ai trouvé ça sympa, mais pas à me relever la nuit. Ce qui est quand même ce qu'on attend d'une histoire d'horreur. On est bien d'accord. Alors effectivement, oui, il y en a que j'ai trouvé jolie. La chaperonne, effectivement, c'est la seule qui a réussi à m'étonner. Au niveau de l'art, j'ai bien aimé celle de l'autrice parce que c'est mon style d'art. Mais sinon, sans plus, quoi. Voilà, c'est bien, c'était court. Ouais. Est-ce que ça ressemble, alors maintenant c'est passé de mode, mais à ces séries qui passaient sur la 6 dans les années 80-90 en deuxième partie de soirée, ou un truc qui était censé faire peur, genre le vagabond, et puis il raconte des histoires. Oui, le Creepshow, etc. Oui, c'est ce genre de petite histoire avec une morale à la fin. C'est dans cette ambiance plus ou moins là. Plus ou moins réussi, comme on l'a. Que des histoires qui finissent mal, tu vois, Ouais. un peu comme ça. Philippe Cadic, je connais, oui. Voilà. Ok. Donc non, bof. Bon, pour moi, c'est un non. D'accord, ok. Voilà. Bon bah écoutez, du bon, mais surtout du mauvais, du surprenant mais pas suffisamment, du quand même bien dessiné. Bon, ça nous vaut 3 bacs jaunes sur 5. 2 bacs jaunes sur 5 ? Ouais. Bah non, mais alors 2, c'est parce que moi j'ai mis, c'est les mauvais, tu vois, les bacs jaunes, tu vois ce que je veux dire, tu les recycles, quoi, tu vois. Parce que Pardon, tu les gardes. j'ai absolument. Ça dépend, moi, le bac jaune, c'est le recyclage, je sais pas comment ça se passe. Bac jaune. Oui. J'avais compris bague jaune. Non, bac. Alors, du coup, je me disais, est-ce que c'est parce que les bagues, on les jette ? Non, Alors, moi, bac. j'étais sur RPG, genre la rareté de la bague. Enfin, j'étais Moi, j'étais sur les balles jaunes. Chacun a la sienne, ça Bon, paraît bien. De On toute va façon, il y en dire a que- un de moins parce qu'il n'y a pas de pigeons. C'est vrai. On est bien d'accord. Et ça nous met des bâtons dans les roues. Oh, bien de loin celle-là. Fallait que je la passe. Bon, c'est à cause R8, que bien sûr. mon masque, si vous ne comprenez pas ce que je dis. Merci pour cette 3e revue. Donc, rappel des 3 revues, si je devais faire ça un petit peu à la schlag. Donc, on va dire Christopher Chaos chez Dark Horse, si j'ai bien noté. Oui. Alors, on va dire que c'est James Pignon, James Pignon 4 à ce niveau-là. Pignon pour un pigeon, ça marche. Voilà, il y a un peu d'embrouille. The Sacrificers chez Image, on va dire Rick Remender, ça va attirer tout le monde. Et The Headless Horseman chez Dark Horse, on va dire Tyler Crook, là aussi ça va rameuter du monde. Comment rester en contact avec l'équipe de Comics Outcast ? Comment suivre leurs aventures ? Mais c'est vrai ça, Matt. On revient dans le thème. Mais dis-nous tout. Comment suivre leurs conseils d'influenceurs en les filant à leur insu dans les ruelles d'une commune du 93 ? Pourquoi pas ? Ou alors de façon plus légale sur les réseaux sociaux tels que X, sur le compte @comicsoutcast, sur Facebook, et oui, dans le Bouillac Comic Club, sur Instagram, sur le compte Comics Outcast. Mais il se murmure qu'un compte Comics Outcast aurait été créé sur le réseau social qui monte, Mastodon. Nous vous en dirons plus sur notre MySpace à l'occasion. Mais si elle est plus belle ailleurs, Matt. Mais non, mais moi, vous savez, à partir du mois de juin de l'année prochaine, j'ai le droit de devenir un vieux con. Donc. C'était pas déjà fait ? Non, pas encore, pas complètement. Mais je suis en transition. En reconversion. Mais si vous me dites que c'est bien, je viens. Mais je crois que j'ai pas le droit de venir tout seul. Il faut que ce soit quelqu'un qui me tende la main. Mais je serais un bien piètre hôte si je ne mentionnais pas
le serveur Discord du vaisseau Hypersensas, dont l'ambiance chaleureuse et le joyeux chambard sont réputés dans toute la cité. Mais pour l'heure, c'est l'instant du focus. Le moment est donc venu de se concentrer sur une œuvre en particulier, d'en extraire la substance. Notre choix s'est porté sur la famille Lopez, sur Loki et Thor, frères de sang. Qui s'y colle? Je vais m'y coller. C'est parti. Alors, et cette fois-ci je vais le faire dans l'ordre, Loki et Thor, Attends, pardon, frères de sang. Je peux faire juste une blague avec Oui. 1 minute de retard. Vas-y. Tu serais un Pietro Maximoff. Oh, bravo. Oh. Bravo. Elle est bien. Non, mais- Les blagues à retardement, c'est quand même elle est bien, elle est bien, elle est bien. Loki Thor Blood Brother, frère de sang, sorti en 2004 chez Marvel, ressorti littéralement la semaine dernière chez Panini, dans une très belle édition d'ailleurs, s'il en est. C'est une mini en 4, avec Robert Roddy au scénario, qui a travaillé, j'ai perdu mes notes, je vous le retrouve en Roddy le petit Cid, il a joué dedans. Exactement, bien sûr. Au dessin, Essad Ribic. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Non. Et au lettrage, puisque évidemment Essad Ribic se charge de l'ensemble de la partie dessinée, Cory Petit. Voilà pour les participants. Donc, c'est fait. Enfin, après des milliers d'années de machination, de plans machiavéliques, Loki a gagné. Il est le roi d'Asgard, ses ennemis sont offerts et le peuple se prosterne. Mais Loki le facétieux, Loki le comploteur découvre rapidement que y a un prix à la victoire. Il faut gouverner. Autant vous dire que c'est plutôt une sinécure. De doléances du commun en menace d'anciens alliés, tout ça ne l'amuse franchement guère. C'était pas vraiment ce qui l'intéressait dans tous ces manigances. Mais et là, n'est-ce pas, reine de Helheim vient s'enquérir de l'âme de Thor. Et comment ça, de l'âme de Thor? Bah oui, non. Enfin, tu penses trouver le repos avec ton frère mis au fer, lui dit-elle. Tu penses qu'il ne trouvera pas un moyen de se libérer, de se venger? C'est pas faux. Loki se comprend qu'il est dans une situation assez compliquée parce que, oui, se venger, bien sûr, montrer de quoi il est capable, humilier ses anciens tortionnaires, mais tuer son frère. Tortionnaire, bien sûr, avec un H. Eh ben. Mais tuer son frère, c'était pas forcément son plan. Par bravade, néanmoins, il confirme, parce que c'est quand même là en face, déesse de la mort s'il en est, il confirme bien sûr, évidemment, qu'il le fera exécuter. Il congédie Hela d'un geste de la main et se rend compte du vide qu'il étreint. Face à cette situation, peut-il y avoir un Loki sans Thor? Une ombre sans lumière, j'ai envie de dire. Alors qu'il est tourmenté par ces questions existentielles, les échos de sa victoire se portent dans les 7 royaumes. Loki a gagné jusqu'à Jotunheim, pays des géants. Eh oui. Une silhouette encapuchonnée se décide à faire le voyage jusqu'à Asgard pour apparemment rencontrer Loki de lui-même. Pour essayer de voir plus clair par rapport à cette situation, il rend visite à ses prisonniers, donc, puisque évidemment sa victoire a laissé des marques, qui sont aussi ses anciens compagnons d'Asgard. Donc Thor, comme on l'a dit un peu plus tôt, qui ne décrochera évidemment pas un mot, Sif et Balder. Sif et le Balder, il va s'entretenir avec eux pour essayer de jouer un peu des mécaniques et montrer effectivement, vous avez vu, c'est votre faute si vous en êtes là. Mais malheureusement, les entretiens ne tournent pas vraiment comme ils le souhaitent parce que, pensant pointer leur tort en son encontre, ils le mettent surtout devant... Bravo. Ah non, mais je vais la faire tout le long. Ils le mettent surtout devant sa couardise et ses malversations, telles les cheveux de Sif qu'il a coupés lors d'une nuit agitée ou la flèche de Guy qu'il fournit pour toucher Balder. Tout ça étant bien sûr des récits classiques de la mythologie nordique autour de Loki. Et ce dernier, Balder, lui fait une révélation. Aux portes de la mort, lorsqu'il a été touché par la flèche de Guy, il a vu le multivers. Ah, encore clin d'œil. Il a vu l'infinité de variations d'Asgard, toutes les peuples du monde, toutes les batailles de l'univers. Il y a une seule constante, Loki ne règne jamais. Loki perd. Ouais, enfin c'est un peu fort quand même. Je viens de gagner, là, je viens d'arriver. Enfin, il se dit non mais c'est pas possible quoi. J'ai pas fait tout ça pour rien quoi.
Donc il commence quand même un peu à baliser en se disant est-ce que vraiment je suis destiné à perdre littéralement. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on revient faire des doléances avec Carnilla, la sorcière amoureuse de Balder, s'il en est d'ailleurs, le houspille de ses conditions, il va en avoir le cœur net, machin. Bon, bref, il dit écoute, on va faire un marché, tu me fais une petite divination et je te donnerai ce que tu veux, parce que bon, j'ai autre chose à faire. Il veut en avoir le cœur net sur cette histoire de destinée, de fatalité qu'il attendrait quoi qu'il arrive. Et il demande à Carnilla de lever le voile du multivers pour voir ce qui s'y trame lui-même. Mhm. Et lors de cette incantation, effectivement, il voit que dans tous les univers, il n'y a point de Thor sans Loki. Ça va avec. Et surtout, effectivement, toutes les variations finissent toutes de la même manière. Loki, enchaîné à un rocher, sous la menace d'un venin acide d'un serpent qui est au-dessus de lui, protégé uniquement par une coupe tenue par sa femme, mais qu'elle doit vider à l'occasion, le laissant en proie au venin du serpent pour le reste de l'éternité. Ah. Non. Loki refuse. J'ai ma propre destinée. Les runes ne sont pas écrites. Je suis maître de mon destin. Ça, on va trouver un truc. C'est pas possible. On va trouver un truc. Il faut qu'on trouve un truc à faire. Sur les entrefaits, il décide d'aller voir son père. Enfin, son père. Je mets les guillemets audio si vous les entendez. Hein. Lequel ? Le père adoptif, effectivement, donc Odin, celui qui a tué d'ailleurs son vrai père en l'occurrence, et élevé pour être littéralement le faire-valoir qui ne fait que resplendir au milieu d'Asgard, limite comme un paria. Haï de tous, une ombre pour faire briller d'autant plus le fils légitime. Odin ne trouvera pas grand-chose à redire pour sa défense sur cette affirmation, contrairement aux autres réunions qu'il avait eues. Mais ça ne l'éclaire pas plus et ça le rappelle surtout que Thor, malgré tous les échanges qu'il avait eus avec lui, était le seul qui avait quand même foi en lui. Et Thor pensait vraiment que Loki pouvait sortir de ce cercle infernal. Manque de bol, le seul qui l'a soutenu est actuellement offert en bas du château. Sur ces entrefaits, la fameuse silhouette dont je vous parlais un peu plus tôt débarque à Asgard et se révèle à Loki. Et il s'agit en fait de Farboti, sa mère, sa vraie mère, la géante des glaces. Autant vous dire que les retrouvailles ne sont pas vraiment comme elle l'espérait. Et Loki voit sa mère au travers des yeux des Asgardiens qui considèrent les Jotun comme des monstres difformes, géants, vivants, laids par essence. Et Loki, qui a été élevé avec ses Asgardiens, malheureusement a ce ressentiment qui remonte en lui, qu'il ne le souhaite ou pas. Et il entend déjà les railleries derrière lui qui se jouent de sa mère. Une rustre de géante au parler en plus. Je ne sais pas si ça avait été. Du coup, je l'avais relu en VO. Je ne sais pas si c'était en VF. Je crois qu'il y avait un parler un peu patois qui va bien avec. Et donc, il demande aux gardes de l'accompagner dans une chambre, si possible, de ne pas trop la laisser sortir. Oui, la honte de sa mère. Voilà, littéralement. Encore des déconvenus. Décidément, rien ne va, rien ne colle. Son rêve tourne vraiment au cauchemar. Tout ça pour ça. Comment sortir de cette spirale ? Comment sortir de cette fatalité qui semble inévitable au vu du multivers ? Et il se dit, Thor était le seul qui croyait en moi. Si je le libère, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, quoi. Enfin, il faut qu'on casse le cycle. Il comprendra. Je vais lui expliquer. On va trouver un terrain d'entente. Bon, ok, j'étais en train de construire l'échafaud pour lui trancher la tête, mais je pense que si je lui place les choses correctement, ça va bien se passer. On va trouver un truc. Mais le destin n'a cure des fantaisies des roitelets et bien sûr, Thor s'est libéré de ses propres chefs et il n'est pas vraiment content. Et il n'y a qu'une seule fin possible pour Loki dans ses dernières paroles d'apaisement qui n'entendront que le fracas de Mjolnir sur son crâne. Oui. Aïe. Oui, donc il finit même plus attaché à son rocher là. Bim, paf. Bim. Ça tourne mal. Franck, mon frère, ça tourne mal. Effectivement.
Voilà le récit tragique d'un personnage complexe dans l'univers Marvel, qui est un personnage par essence effectivement tragique, dans le sens grec du terme, si je puis dire. Ouais. Et je trouve que cette histoire, c'est aussi pour ça que je l'avais soumis en focus, capture vraiment cette idée de tragédie grecque qu'ont les dieux nordiques, tout comme les autres panthéons d'ailleurs, d'être enfermés dans un cycle, d'être enfermés dans une destinée, de ne pouvoir sortir de leur rôle assigné de par leur naissance ou leur pouvoir. Et vraiment, je trouve que ça capture bien cette idée-là et cette volonté de casser ce cycle-là aussi pour le personnage de Loki, qui encore une fois est un comploteur et quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un de bien dans l'absolu, mais encore une fois, voilà, comme je vous dis, on le voit notamment avec Thor, il voulait pas tuer Thor, c'était pas le but, il voulait gagner, c'est tout. Et bon, après, il y a des questions un peu plus, certes un peu basiques, mais toujours intéressantes. Est-ce qu'il peut y avoir le mal sans le bien? Est-ce qu'il faut forcément avoir les deux faces d'une même pièce sans atteindre des taux de philosophie incroyables? Je trouve toujours ça intéressant comme sujet. Je ne veux pas vanter plus haut que mon séant, mais ça me semble aussi très wagnérien dans la façon dont c'est fait, dans l'imagerie. Et effectivement, je voulais aborder ça avant de peut-être laisser aussi la parole à mes petits camarades. Effectivement, le visuel, c'est, je pense, encore à ce jour, le plus beau travail qu'a réalisé Esad Ribic, tout court de sa carrière. Il y a des planches absolument incroyables. Il capture l'essence des personnages, des situations. Vraiment, il y a des pages, j'en mettrai sur tous mes murs, littéralement. C'est de la folie encore aujourd'hui. On parle des pages, hein. Évidemment. Merci. Tout à fait. Je trouve aussi un point intéressant avant de laisser un peu ma place sur deux sujets. Donc, l'inné et l'acquis, comme toujours, cette dualité entre le fait d'avoir été un fils de Jotun, mais élevé au sein d'Asgard, qui lui laisse un peu dans une situation un peu bâtarde, et un sujet qui revient de temps en temps dans les comics, la victoire des méchants. Parce que c'est bien gentil de vouloir conquérir le monde, mais t'en fais quoi après, quoi? Parce que gouverner, c'est pas bien passionnant au final. On avait déjà eu ça d'ailleurs pour les plus vieux de la vieille sur d'autres comics comme Fatalis Empereur, qui abordait ce point-là, donc quand Fatalis gagnait. Et on peut aussi le retrouver, mais dans une approche différente avec Secret Wars, qui est aussi de Esad Ribic d'ailleurs, où Fatalis aussi est au pouvoir. Le Secret Wars, pas l'ancienne, le Secret Wars, effectivement. On en reparlera en 2027, si jamais les méchants. Tout à fait. Et donc oui, comme je disais, le personnage Loki a beaucoup évolué dans le temps. Le MCU aussi lui a donné une ampleur différente. Je finirai juste en précisant que Loki a beaucoup évolué dans les comics, comme je disais, en termes de personnage. Aujourd'hui, c'est plus le dieu des histoires, le dieu des farces. C'est moins le méchant basique qu'on a pu connaître. Et vraiment, moi en plus les mythes ça me parle énormément, donc j'adore ce récit. Je trouve que ça marche bien, c'est iconique, c'est beau à se damner, ça je ne le dirai jamais assez. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de petites histoires. C'est en 4, donc c'est relativement court. Et je trouve que ça capture bien l'essence de tous ces personnages. Parfait. Lux. Oui, alors moi je vais être un petit peu moins gentille parce que je me suis beaucoup ennuyée. Oups. Heureusement c'était très rapide, donc ça va, c'est passé vite. Mais alors c'est vrai que ça reste un récit qui est intéressant. On a un peu de philo, on a un peu d'administratif, Loki qui découvre les affres du pouvoir en disant oui mais moi vous m'avez promis ça, et mais moi vous devez me payer ça, et ceci et cela et cela. Et puis finalement il finit par se rendre transparent et se barrer. Parce qu'on aimerait tous faire ça face aux impôts fonciers. Si seulement. Voilà, il y a un peu de Shakespeare. Donc moi, j'en connais plein qui le font. Après, ils nous écoutent pas, je pense. Mais... Ou alors, ils nous écoutent de la Barbade. Ou des Bahamas, je ne sais pas. J'ai noté un peu de Shakespeare, donc on rejoint le côté tragédien, etc. Et un peu de mythologie, effectivement, aussi, qu'elle soit grecque, qu'elle soit du panthéon même nordique. Exactement. C'est un peu le... On avait dit qu'on ne parlait que des libraires indépendants ici. C'est un peu le ou d'Asgard, on croise tout le monde. Donc c'est pas désagréable si vous avez un personnage préféré d'Asgard, vous êtes quasiment sûr de le croiser dans ce récit. C'est All Stars. J'ai noté qu'il y avait une grosse inflation sur le prix des tissus des personnages féminins.
Ah, et par contre, il y a un maxi budget, c'est esthéticienne. Hein. Ouais, Oui. c'est sorti en 2004. 2004, tout à fait. ouais. Ça se voit à ce niveau-là, effectivement. Ouais, Peu de tissu pour les personnages C'est un féminins. peu daté Oui, sur oui, la Non, mais stylisation oui. des personnages féminins. Donc voilà, moi ça me marque. Je comprends. Voilà. Et j'ai noté le dessin est magnifique, mais ironiquement tous les visages sont laids. Oui. Alors je sais que c'est fait exprès pour certains Effectivement, personnages, il y a un dessin. Oui. mais c'est vrai que ça m'a un peu choqué de voir un si beau dessin mis au desservice de ces personnages. Bon, Loki, il est moche comme un pou. Et, Mais c'est fait exprès, mais c'est vrai que ça m'a un peu choqué au premier abord parce que quand j'ai lu j'ai lu des trucs récents de Loki, et effectivement le MCU est passé par là comme tu l'as dit, et maintenant il est littéralement beau comme un dieu parce que Tom Hiddleston, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Donc ça m'a un peu choqué, mais effectivement sinon le reste du dessin est magnifique. Mais malgré tout ça, moi je me suis ennuyée, j'ai trouvé que c'est très verbeux, ça parle beaucoup, c'est pas toujours très intéressant à mon sens. Donc voilà, mon avis écoute, personnel n'est pas très enthousiaste. Oui, ça t'a pas touché. Non, ça m'a pas L'œuvre touché. t'a pas touché. Donc, Non, et d'habitude, par contre, t'aimes bien justement tout ce qui est Shakespeare, Wagner, les Hamlet, les Othello, des choses comme ça. Ah, moi j'aime beaucoup. C'est oui. pour ça que j'aime le premier film Thor, qui est un film shakespearien. Tout à fait. Voilà. Mais là, t'as pas senti cette sensation-là dans cette lecture. En fait, il y a trop de trucs et du coup, ça comment dire, ça part dans plein de directions, mais je trouve que ça ne va pas jusqu'au bout. D'accord. Voilà, c'est mon sentiment. Parfait, on le prend. Voilà. On le prend avec grand plaisir. Adrien, je vois que tu bouquines, tu feuillettes. Je révise. Oui. Alors, je viendrai comme en synthèse de ces deux avis pour Il concilier y a un petit professeur Larousberg. le monde de Reagan et celui de Luxbox. C'est beau. Ils ont tous les deux raison. On dirait moi. Arrête, on dirait moi. Non, mais commençons par l'évidence. C'est très beau. C'est un dessinateur qui sait s'y prendre. Après, je dois avouer que c'est pas forcément dans ma sensibilité la plus forte, quoi. Enfin, il y a quasiment dans son trait, dans sa peinture, je dirais même quelque chose du photoréalisme, enfin, tu vois, du grand classique, du tableau grand classique et tout, qui humanise tellement, qui donne de la profondeur, etc., et qui pourrait presque être perturbant pour un lecteur de comics, je veux dire un peu du dimanche, mais c'est vrai que on se délecte la plupart du temps à tourner les pages et à se dire ok, c'est vraiment beau, il sait jouer avec les ombres, il sait jouer avec les perspectives, il sait jouer avec les corps, il sait jouer avec les visages, il sait jouer avec les gros plans, et ça c'est heureusement que ce comics est dessiné avec ce brio, parce que c'est pas un comics d'action, c'est ce que moi je pourrais appeler un comics de rhétorique. Je sais pas, on pourrait le trouver dans d'autres trucs, mais finalement c'est du débat d'idées, c'est du débat de points de vue, c'est de l'échange autour d'une situation qui est simplissime, et il se passe rien en fait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment genre toc toc toc. Bonjour, je voudrais vous exposer mon opinion. Fidèle. Contre Kems, voici le point de vue que vous n'aviez pas anticipé, Loki. Je suis fort mari, je n'avais pas pensé à ça. Je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va également déboulonner mon argument. Et en fait, si tu veux, on passe vraiment de case en case en se disant ah, dis donc, ce Loki, il se fait bien avoir, le v'là gros Jean comme devant. Alors... bingo. Là où quand même dans le récit je trouve que ça développe des thèmes très intéressants, déjà évoqués par Reagan. Dans La victoire des méchants, j'ajouterais même un peu la méta. Moi j'y vois presque un truc, alors soit dans la mythologie les personnages sont archétypaux et on peut pas en déroger, on pourrait même voir, je crois, il y a des trucs dans des comics récents, je pense à Black Hammer, mais peut-être aussi un peu dans Fable ou dans les trucs comme ça, où en fait il y a des personnages qui sont écrits comme ça et on sent presque le poids de la plume de l'auteur, tu vois, qui dirait que contractuellement il peut pas vraiment faire autrement, parce qu'en fait derrière c'est la façon dont on raconte les histoires et que c'est comme ça que ça doit se passer, et que si on en déroge, on fait écrouler quelque chose. Enfin bon,
c'est peut-être moi qui me projette un petit peu, mais j'ai trouvé un truc très moderne en fait dans cet angle-là. Et puis j'ai vu un truc qui m'a touché, qui arrive quasiment tout à la fin. Et avant ça, je m'ennuyais un petit peu, je dois dire. Mais c'est le rapport à sa mère. Quand sa mère, elle arrive, et qu'effectivement, il en est un peu dégoûté, et qu'après, il l'exprime, enfin, je veux dire, c'est dit noir sur blanc, hein. Là, pour le coup, c'est pas Remender qui dit « je vais pas vous dire les choses ». C'est bien dit, genre, on m'a obligé, à force de me dénigrer toute ma vie, on m'a obligé à dénigrer mon propre peuple, mon propre passé, là d'où je viens, etc. Et ça me fait penser à un terme sociologique très moderne qui est la question du transfuge de classe. Et en fait, ça raconte assez bien ça. Enfin, je trouve que si on devait parler de un comics ou un personnage transfuge de classe, ben Loki, c'est super. Comment tu grandis éventuellement immigré dans un pays à assez haut niveau de vie, et comment tu regardes ensuite les gens, enfin là d'où tu viens. Et enfin ouais, du coup je trouve ça assez touchant sous cet angle-là, et pour cet aspect-là précisément, si tu relis toute l'histoire de Loki avec ça en tête, enfin je sais pas, ça m'a fait réfléchir et j'ai bien aimé. Heureusement, parce que j'ai lu ça dans le métro. Vous avez vu comme je passe d'un point positif à un point négatif, comme ça je boxe avec les mots. J'ai lu ça dans le métro, la très belle édition de Panini qui est beaucoup trop grande pour lire dans le métro. Les gens me détestaient, mais les gens me détestaient parce que je prenais de la place, mais les gens me détestaient également parce que je lis un truc de gros beauf. Effectivement, la meuf à côté de moi qui voyait les fesses de Lady Sif, le Sif de Lady Sif, elle devait se dire mais qui c'est ce gars là qui lit un truc de 2004 dans le connard. Et moi j'avais presque envie de me défendre, mais vous savez c'est Reagan, il m'a obligé. Vous connaissez pas Reagan? Ça a bien changé la ligne 9, hein, parce qu'à une époque c'était pas le cas, hein. Ah non, bah écoute, là vraiment j'ai senti le poil du regard de cette meuf. J'avais vraiment envie de lui sortir ma carte de Comics Outcast. C'est pour le métier, c'est pour le métier. C'est pour les patronautes, s'il vous plaît. Bon bref, c'est un sacrifice. exactement. Et donc voilà, je sais pas si on le dit souvent, je fais pas partie de la querelle des clochers, mais c'est vraiment un très beau livre qu'elle nous a fait Panini. Alors je crois, hein, j'ai des souvenirs, on disait à l'époque Panini c'est pas ouf les éditions, j'en sais rien. Bon là j'ai juste remarqué un truc, je sais pas si c'est moi qui ai un manque de vocabulaire ou si c'est un problème de traduction. Odin dit de son fils qu'il est insane en français. Oui, c'est une erreur, ouais, clairement. C'est une erreur, c'est pas genre un mot français que je ne connais pas. Tu es insane. Tu es insane. Non, je crois qu'à un moment il dit tu es insane. Et là je me suis dit alors je crois que les Asgardiens ils parlent pas vraiment comme ça. D'ailleurs la plupart du temps quand les Asgardiens parlent ça me casse un peu les couilles de lire ces trucs en poulet. Je l'ai dit tout à l'heure dans un autre comic, je leur dirai pas. Mais je voudrais conclure en parlant de cette très belle édition française, Panini, sortie en octobre 2023. Achetez-le. Il y a à la toute fin quelque chose qui ressemble à une note de l'auteur. Proposition pour une mini-série en 4 épisodes. C'est littéralement le synopsis des 4 comics qui tient en 2 pages. J'ai lu ça avec une très grande passion parce que voilà à quoi ça ressemble la lettre d'un auteur qui demande à son éditeur un peu d'argent pour écrire un truc. Cette lettre, donc, qui résume le comics, le fait moins bien que Reagan, mais la version originale est mieux. Enfin, là, moi, je me suis vraiment posé la question. Bon, il y a un truc de découpage, c'est-à-dire vraiment l'ordre des actions. Dans la lettre d'intention, c'est mieux que le résultat final. Pourquoi ? Enfin, moi, je ne sais pas, ça me questionne sur l'intention de l'éditeur. Peut-être à quel point Marvel a demandé à changer des trucs. Mais le script de base de Roddy, il est mieux. Et il y a surtout un gros plot twist qui existe dans la lettre d'intention et que je vais vous révéler maintenant. Si vous ne voulez pas la voir, bouchez-vous les oreilles. Mais dans le script original, ce qui m'a obligé quand même à revenir en arrière pour vérifier si moi j'avais mal compris. En fait, Loki, quand il débat avec Hela, en fait, il s'est dédoublé et il débat avec lui-même. C'est un conflit moral interne que de ne tuer ou ne pas tuer Thor. Et à la toute fin, on voit donc ce débat quand il décide qu'il ne va pas tuer Thor, et là se transforme en Loki, et la conclusion c'est qu'il n'a pas réussi à se duper lui-même, se convaincre lui-même d'aller tuer Thor. Et je trouve cette version tellement mind-blow, enfin pour moi c'est ouf, je me dis mais pourquoi ils l'ont pas fait ? Est-ce que
Ribic s'est pas senti de le dessiner, parce que c'est compliqué à faire comprendre. Est-ce que c'était trop high concept pour 2004 ? Est-ce que Marvel trouvait ça important d'avoir la vraie Ella qui là à la fin passe pour une conne parce qu'en gros elle dit je n'ai pas réussi à le convaincre, voilà. Je sais pas, mais moi ça m'a passionné ces 2 pages. Je sais pas, on changeait complètement mon regard sur le comics et je remercie Panini de l'avoir mis. Je ne remercie pas Marvel de ne pas avoir suivi l'idée originale de Robert Roddy. Mais je sais pas, je trouvais ça trop bien comme idée. Bah ouais, en plus ça aurait repris un classique qui est que Loki effectivement a ce don d'ubiquité et puis cette possibilité de se dédoubler. De se shapeshifter. Et donc effectivement tu vois genre, je sais pas, un truc interne intéressant, genre de est-ce que je le fais ou pas ? Et c'est le fond de l'histoire. Alors que là en fait c'est lui la victime, tu vois, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les gens le convainquent de le faire ou de pas le faire. Mais là, la conclusion originale, c'était qu'en fait, c'était lui, depuis le début, qui argumentait avec lui-même. En tout cas, avec Ella. Mais, enfin bon, je sais pas, pourquoi ils l'ont pas fait, j'aurais aimé. Dommage, effectivement. Ça aurait été assez intéressant. Avons-nous tout dit sur cette œuvre ? Je pense qu'on a beaucoup dit, effectivement. Ouais, c'est bien. Hein. Oui, mais voilà, donc c'est un beau livre, 22 €. Je pense que ça les vaut. Oui. Je pense aussi. Mais est-ce que Pépé Larraz fera un tweet sur la qualité de l'édition ? Ah, vous l'avez pas vu passer aujourd'hui alors peut-être. Aïe, non. Bah oui, vu que vous avez tous switché, vous êtes passé de l'autre côté. De l'autre côté, non, pas trop. En plus. D'accord. Concernant évidemment maintenant que je dois en parler, le titre de l'œuvre m'échappe, mais une édition d'Urban Comics. Ah, mais il dit que c'est bien. Il dit que c'est exceptionnel. Il dit que oui. Globalement, les auteurs regardent les éditions françaises toujours. Alors, s'il parlait de l'édition de Nice on the Lake, on va pas se lancer là-dessus. L'édition Black and White là, à 60 €. Et non, mais elle est incroyable. Bah oui. Alors oui, mais non. Alors, je la fais juste une seconde. Le prix, c'est pas possible. Et je suis quand même. Et deuxièmement, le noir et blanc pour le noir et blanc pour le trait particulier de, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais qui est magnifique. Jean-Michel dessinateur. Exactement. Je suis pas sûr que ce soit, enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La colo apporte quand même quelque chose à ce récit. J'aime bien le noir et blanc, moi, au niveau. Mais là, pour le coup, l'édition est belle. Hein. Oui, je pense qu'il parle. Alvarez Martinez. J'ai l'impression qu'il parlait de l'édition. Il parlait de la. Oui, là, après l'édition est propre, mais 60 €, hein, 60 € quand même. T'aimes pas les beaux livres? Non, en vrai, moi je l'ai vu. T'aimes pas les beaux. Je me suis dit, si j'avais pas déjà les 2 TPB anglais bien schlag à 15 balles, bah, j'aurais acheté l'édition. C'est un très beau cadeau de Noël pour autant. Mais nous dérapons, effectivement. Prenez Loki. Ou un contrepoids. Ma porte, elle s'ouvre toute seule. Derrière, il faut que je mette un truc. Là, ça serait bien. Ça. Donc, mixed feelings concernant Thor et Loki. Frères de sang. Bon, moi, enfin. Les histoires où il se passe rien et dont l'histoire, enfin moi ça me rappelle Shakespeare, hein, mais bon, c'est pas très grave, on n'est pas très très loin du concept. Il y a du uptext ici, les enfants. C'est hors les bulles. C'est hors les bulles, mais avant hors les bulles, posons-nous donc une question existentielle puisqu'on en est là. Que serait le VHS ou même Comics Outcast sans ses auditrices et ses auditeurs? Vous connaissez la réponse? Rien, bien sûr. Voici donc le moment de vous remercier. Où que vous soyez dans le royaume, qui que vous soyez, quelle que soit votre ligne temporelle, les nouveaux que nous invitons à nous auréoler d'étoiles dans les applications ou les plateformes de podcast, c'est très important pour notre visibilité. Nos anciens que nous remercions pour leur fidélité. Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez propager la bonne parole autour de vous. Vous pouvez également nous soutenir grâce à un don via la plateforme Patreon à l'adresse suivante, patreon.com/vaisseau hypersensas. Ça se dit comme ça. Votre aide nous permet de payer le carburant du vaisseau, la maintenance des machines, d'acheter du matériel et toutes sortes de dépenses qui visent à améliorer les émissions. Je place ici à nouveau un immense merci pour le Studio 17 qui nous héberge dans leur bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les parties de jeux de rôle épiques et ludiques. Parmi les paliers du Patreon dans notre vaisseau figure un avantage, celui d'être remercié dans l'émission. Aussi, nous adressons un immense merci à Mataperdumatic, à Toff, à Florian, à Rekma, à Paul Gara, à Vincent, à Fanny et Lionel, à Perchac, à Damien et, au plus fou d'entre eux, Yagbar. Vous l'avez compris, beaucoup de choses ont changé depuis ces quelques semaines, sauf les membres de l'équipage et les bonnettes des micros. Blague à part, votre soutien est plus que jamais essentiel. Oh oui. Mais le poste de Guy vient de m'avertir, voici venir le Hors les bulles. Le Hors les bulles, notre section durant laquelle
Noël, nous abordons une œuvre associée aux comics, mais qui n'est pas un comic book. Qui s'y colle? Je laisse mon tour. Vas-y, je peux. Oula, ça sent pas bon là. Non, si, ça sent bon, c'est juste que je ne l'ai pas préparé. Mais, bon, bah, vous voyez la saison 1 de Loki, c'est la suite. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Ça va. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut faire, regarder l'épisode d'avant, hein, parce que si tu regardes la saison 2 direct, Ouais. c'est même pas la peine. En fait, je vais partir du concept que vous avez vu la saison 1. Oui, mais hier. Il y a un petit résumé au début. Il y a- oui, mais... il y a- Oui, vite. Ah ouais, mais... Alors, oh la vache, putain, c'est compliqué là. Vous me demandez de résumer un des trucs de science-fiction les plus high concept de Marvel, je pense quand même. Loki, Ouais. Déjà, c'est bien. il est embauché par la TVA, Ouais. une agence de contrôle du temps et de ses variations. C'est ça. Par un hasard complètement malheureux, je me souviens même plus comment il atterrit là-bas. C'est au moment de Avengers Ouais. Endgame avec le Oui, voilà, cube c'est ça, cosmique. avec Oui. le cube, voilà. Et comme il crée ici une branche de la réalité, derrière, il se fait coincer par ce bureau et par ses forces d'intervention. Dans la saison 1, s'ensuit tout un tas d'aventures dans cette organisation bureaucratique qui œuvre au maintien d'une timeline unique sous les ordres des... Comment ils les appellent, les timekeepers, c'est pas un truc comme ça, enfin des dieux qui visiblement demandent ces sacrifices et ce maintien de l'ordre. Assez rapidement, on se rendra compte que, pas si rapidement que ça d'ailleurs, mais que tout ça n'est qu'un leurre. Une mascarade. Voilà, et que derrière ça se place celui qui n'est pas nommé tel quel, mais Kang le Conquéreur, Où he remains. celui qui reste qui à la demeure. fin, voilà, qui demeure et qui trône depuis la fin du monde et surveille le contrôle de cette timeline pour protéger le multivers d'une guerre des gangs. Puisque dans chaque timeline, dans chaque univers parallèle, peut exister une variante de lui-même qui aura à toujours et en Une toute constante. toute constance, voilà, aura pour objectif de conquérir ce multivers. La guerre a déjà eu lieu. Ouais. Et la personne que l'on découvre à la fin aurait trouvé ce bureau de contrôle du temps et des variations comme l'unique réponse à la multiversal war. Je sais présenter comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et juste dans le Vas-y, tas, quand même, on va rencontrer Loki et ses variants, dont Sylvie, qui Je est... croyais que tu allais parler du variant crocodile, mais bon. écoute. alors également, et d'ailleurs Et probablement classique Loki. un classique Oui, Loki exact. qui est présenté comme aussi, en fait du coup un peu un personnage de... Ah, mais c'est complètement Ouais. le Avec les Loki cornes et qu'on- tout, là. C'est lui, Ouais. non mais surtout qu'il règne sur un monde qu'il a dominé et qui est absolument chaotique. Donc voilà, enfin c'est une prolongation du récit dont on vient de parler presque. Mais à la fin, récit absolument rhétorique également, bataille d'arguments et pas tant de bagarre, est-ce qu'on croit cette version de He Remains et est-ce qu'on doit le garder comme maître du temps ou est-ce qu'en fait chaque branche a le droit de s'épanouir hors du contrôle de la TVA et laisser s'exprimer la vie parce que derrière c'est quand même un truc de nazi quoi, tu vois, enfin je veux dire dans le fond ce qu'ils font c'est qu'ils coupent les branches qui ne vont pas dans le fil du temps. Et tous les gens qui sont dedans avec. Voilà. C'est ça. Saison 2, on reprend donc à un moment où Sylvie a fait un choix, Loki en a fait un autre,
et il est terrifié. Et je pense que ça, c'est assez important. Il est terrifié par la perspective que Kang existe, même d'ailleurs, et que la guerre puisse arriver. Ce qui n'est pas le cas de Sylvie. Et alors, ça commence par un mindfuck assez important. Enfin, en tout cas, le premier épisode, il est un peu compliqué à comprendre. Pour mon plus grand plaisir, par ailleurs. Enfin, j'ai relativement bien aimé ce démarrage assez ardu. Mais derrière, on continue de développer cette histoire, et notamment celle de... Pardon, j'ai pas parlé d'un personnage qui est important, qui est Renslayer. Oui, tout à fait. Oui. Renslayer, qui est un peu le bras droit alors des Timekeepers, mais qui n'existent pas vraiment. Donc au final, c'était un peu la boss de l'endroit en absence de qui que ce soit d'autre, et qui était complice avec Miss Minute. Mais on va vraiment partir du principe que vous avez vu la saison. Hein. Quand même. Voilà, complice avec Miss Minute, mais qui vont se retrouver là un petit peu l'une contre l'autre dans le fait de retrouver une version de Kang, en l'occurrence Victor Timely, qui pourrait peut-être redémarrer le TVA. Enfin, il y a un truc voilà, comme ça. On trouve des nouveaux personnages, dont Obi, qui est incroyable. Du fourniture ou du office porn. C'est-à-dire que c'est... Où est-ce qu'on s'inscrit, enfin, où est-ce qu'on postule? C'est Wes Anderson. C'est vraiment réalisé comme du Wes Anderson, mais dans des bureaux soviétiques, avec une esthétique années 60. C'est orange. Incroyable. Mais non, mais les bureaux en bois et tout, moi ça m'a fait penser aux jeux vidéo. Désolé, je sors un petit peu. Contrôle. C'est magnifique parce que c'est. Et la musique est toujours incroyable. Enfin, pardon, attendez. Je voulais pas partir sur mon avis tout de suite, mais voilà. Je trouve, donc on en est au moment où on enregistre là à 3 épisodes. Je trouve que ça va à bon train quand même. Que ça. Non, je vais passer sur mon avis, je m'en fous. Go. Fais-le comme tu le sens. Go. En gros, les séries dérivées du MCU, on disait il y a WandaVision, il y a Loki. Voilà. Et il y a le reste. Oui. Loki saison 2. À mon avis, est dans le top 3. Enfin, du coup, je sais pas, je crois que ça reste quand même le haut du panier, graphiquement. Enfin, je veux dire, c'est beau, c'est bien réalisé, la bande-son, elle est ouf. Le plot... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé aussi la bonne distance par rapport au MCU. C'est-à-dire que, clairement, ils peuvent développer une histoire en s'accrochant au MCU, mais pas trop. Potentiellement poser les bases pour le prochain Avengers. Juste, il est un peu dans cet entre-deux. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout vu du MCU, honnêtement. Je ne parle pas de la saison 1, évidemment, ça vous l'avez compris, ça c'est un peu nécessaire. Et effectivement, il est dans cet entre-deux, c'est-à-dire que c'est lié au reste, notamment Ant-Man, j'en dirais 3, j'en dirais pas plus. Mais même sans l'avoir vu, en fait, ça marche. En fait. Ça marche bien. Je pense que ça ne sera pas obligatoire comme visionnage pour suivre le reste du MCU. Mais pourtant, genre là, telle une histoire que voilà. Et alors, juste sur ce point, on en parlera après. Il y a peut-être un mais sur le fait de l'avoir vu pour le reste du MCU. Je te laisse continuer. Enfin. Oui, on verra. De toute façon, je peux pas le dire aujourd'hui. Oui. Mais je pense que ça va rester relativement autonome. Probablement parce que tout ça ressemble à une espèce de boucle et que j'ai l'impression que en gros on va dire voilà, ça retombe sur ses pattes. On range les jouets à la fin. On range les jouets à la fin. Mais je trouve que le personnage de Loki continue d'être développé d'une manière assez intéressante, que Tom Hiddleston joue super bien toujours et que en fait il n'a pas énormément de place, mais la place qu'il prend, il arrive à donner un peu de force à ce caractère. Les costumes toujours, les décors à fond. Globalement tout le monde joue assez bien. Non, clairement. Donc voilà, alors ça cabotine un peu ici et là. Voilà, j'allais dire, il y a un petit peu de cabotinage, notamment sur le 3e, sans en dire plus. Non. Mais je crois que ça
développe un personnage qui devient attachant. Enfin, je veux dire, là où aujourd'hui on n'a pas eu encore exactement l'occasion de développer quoi que ce soit, bah là, genre, ok, d'accord, ça commence à être intéressant. Voilà, moi, écoutez, je passe un super bon moment devant Loki saison 2. Lux, la présence de Tom est-elle suffisante ? Non. Non, je trouve qu'il se passe moins de choses intéressantes dans ces 3 épisodes que dans un seul épisode de la saison 1. Oups. Pour être honnête, je n'ai pas tout compris, mais à ma décharge, j'étais dissipée par la présence de mon téléphone portable tellement j'avais du mal à être captivée par l'épisode. Aïe. C'était compliqué ces 3 premiers épisodes, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Tu les as regardés les uns à la suite des autres ou... Non, je regardais un par semaine. Un par semaine à la sortie. Ah oui, quand même, oui. Mais effectivement, peut-être que j'aurais dû me refaire le dernier épisode de la saison 1 pour raccrocher quelques wagons. Mais j'ai été larguée tout de suite. Et moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que vous avez dû entendre parler des problèmes de l'acteur Jonathan Majors. Oh. Et moi, j'ai du mal à le voir à l'écran, en le sachant qu'à un moment ou à un autre, il risque d'être jarté. Oui. Je me dis où on va. Oui. On est en train de construire un personnage sur un acteur qui joue bien, qui est charismatique, mais qui risque de se faire jarter à un moment ou à un autre. Et je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Ce 3e épisode, j'étais complètement obsédée par cette idée en me disant tout ça pour ça. Et ça m'a sorti du truc. Je sais pas. Alors là, je me dis, c'est quand même un personnage du multivers. Si demain on a envie de dire, ouais, non, en fait, il y a une variante qui ressemble un peu à autre chose. Alors. Bon. Ah oui, Bah oui, peut-être. parce que Voilà. Mais la Ça, question, ouais. c'est Voilà. qui, que, quoi, quand et Qui, que, comment quoi, ils vont quand. le faire. Qui, que, quoi, quand. Effectivement, et c'est pour ça que je disais que pour moi la série aura au moins cet élément-là, je pense. C'est que si on doit résoudre quelque chose par rapport à ça, c'est là. Bah, c'est pour dans ça, en cette fait, saison-là, de cette série-là, qu'il faut le faire. je- Et pas dans un film plus tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a une fenêtre d'action. Il y a des éléments déjà présentés dans ces 3 épisodes qui peuvent permettre de trouver une solution. J'en dirai pas plus. Et je pense qu'il y a des moyens de faire ça bien. Est-ce que c'est le choix qu'ils ont fait ? On ne sait pas. J'espère. Parce que, pour info, alors, voilà, on ne vous refait pas l'histoire, il y a eu toutes les problématiques avec l'acteur, mais on ne connaît toujours pas la décision définitive de Marvel sur le sujet. Ouais. Non. On se doute Ouais. qu'ils ne vont pas rester les bras croisés, mais pour l'instant, pas de son, pas d'image. Hein. On suppose qu'effectivement la série a certainement eu des reshoots, vous connaissez le principe, pour permettre de trouver une porte de sortie. Mais à l'étape où on en est, il y a des pistes, il y a des possibilités, mais rien de fait, effectivement. Et du coup, cet entre-deux, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller ? Voilà, donc ça me Je sort du truc. pense que on devrait avoir une réponse. Si quelque chose doit être fait, en fait, entre guillemets, si vous l'avez vu les 3 premiers, c'est dans le 4. Tu penses Voilà. Sans en dire plus, à la fin du 3, il y a du teasing sur le sujet du 4, sans dire ce que c'est. Bah, j'ai ma petite idée, je vais pas vous mentir, et je pense que c'est le moment ou jamais de décrocher, oui. D'accord. On va voir. Ok. Ça, je le dirai en off après pour ne pas spoiler ce que je pense que ça peut être. Donc Mais- voilà mon avis Ok. tempéré. Après, est-ce que je vais regarder la suite ? Évidemment, parce que je suis une grosse Yankee. Mais je risque de regarder encore l'épisode d'un œil distrait. Donc Ouais. ça va pas m'aider à la compréhension, mais c'est moins passionnant que la saison 1 à mon goût. Et donc, chers auditeurs, chères auditrices, ne faites pas comme moi. Restez focus sur les épisodes si vous voulez rentrer dedans. Voilà. Tu sens que tu t'accroches moins parce qu'il n'y a plus le côté surprise, parce que ça reste quand même dans la même veine, mais il n'y a plus le côté découverte. Donc ce côté-là passé, tu réussis plus à accrocher autant que la première saison. Non, je pense que c'est juste l'avancée de l'histoire qui m'intéresse moins, en fait. D'accord. Ok. Ah oui, bah, C'était ambitieux hein, quand même ce premier épisode très compliqué Oui. quand même. J'ai Je trouve adoré, mais honnêtement, ça a dû larguer pas mal de personnes, objectivement. Ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vu plein de tweets de gens qui disaient Ouah, j'ai rien compris et tout, et ça laissait un peu sur le côté. Quand déjà tu pars, où tu te souviens pas bien de la saison 1, ouais. et qu'en fait on arrive avec un truc ultra concept de base qui est, on peut le dire, que Loki du coup saute dans le temps. Il est présent à un endroit, mais en plus il saute dans le temps, et que ça donne lieu du coup à une espèce de nouvel objectif qui est un peu compliqué à comprendre et tout ça. Mais bon, j'ai entendu
la petite musique tout le long de l'épisode 1 qui était un peu en mode genre non mais vous inquiétez pas, on va retomber sur nos pattes, c'est intentionnellement confusant. Donc je me suis dit bon allez, vous avez lu du Hickman, je débranche. C'est bon, quoi. Ouais, non mais je me suis dit ok, je débranche, je regarde, je comprends pas bien mais je vais finir par comprendre et je crois que ça fait le beurre de tous les théoristes de YouTube, tu vois, qui derrière essayent de décoder chaque truc en se disant ça veut dire quoi, nanana, et tout. C'était déjà un peu le cas sur la première saison. Là, ça continue de plus belle. Bon, c'est vrai que j'ai moins l'énergie de partir en théorie crafting et de me dire ok, ça veut dire quoi. Bon, on verra. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quand même un truc que j'aime bien et quand j'arrive à regarder l'écran, c'est de regarder les petits éléments du MCU qui distillent dans les épisodes. Comme par exemple, j'ai repéré dans le dernier épisode, ils sont dans le passé et il y a une affiche d'un film dans lequel joue le personnage des Éternels qui est acteur de Bollywood. Yes, tout à fait. Et j'ai trouvé ça mignon tout plein parce que Les Éternels est un film que j'adore. Et j'ai trouvé ça mignon, comme ils arrivent à distiller des petits clins d'œil comme ça. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça donne des bouches à nourrir et tout. Bien, et c'est cool, bien. quoi. Voilà. Regan. Moi, de toute façon, je vous le dis tout de suite, les premières notes de la musique ont commencé, c'était déjà vendu. Donc voilà, Poil des bras qui se hérissent. Voilà, je ne serai pas objectif, j'en ai conscience. Non, j'aime clairement bien. Déjà, ce que je pense qu'on peut rajouter, c'est que si vous n'avez pas aimé la saison 1, le rythme notamment de la saison 1, vous n'aimerez pas plus la saison 2. Le rythme est toujours très particulier dans cette série, même si j'adore vraiment la première saison. Il y avait des accélérations, des ralentissements qui étaient un peu anticlimatiques. Vous les avez pareil là, clairement. Dans l'épisode 3, c'est accélération, ralentissement. Enfin, il y a toujours ces petits problèmes de rythme. C'est pas ingérable, mais c'est clairement ça. Sans en révéler, j'aime bien aussi, même si là aussi je sais que ça a gêné des gens, d'avoir des arcs courts. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui démarrent et qui sont déjà résolus dans l'épisode 2. Moi, je trouve que c'est plutôt une force. Je sais qu'il y en a qui préfèrent des choses au long cours, etc. Moi, je préfère ça. Après, c'est pas parfait. Notamment, il y a des personnages qui doivent trouver leur place dans cette saison 2. Notamment, sans en dire plus, Sylvie, qui, pour l'instant, est un peu entre deux. Mais voilà, Mobius, c'est du bonheur. Loki, c'est du bonheur. Les interactions entre les personnages, ça fonctionne bien. Miss Minute Ramona, ça marche très bien aussi. Non, franchement, je passais un bon moment. C'est pas parfait, encore une fois, comme la saison 1 ne l'était pas. Mais voilà, on a tenu jusqu'au bout et on a eu classique Loki. Donc est-ce qu'il faut pas faire confiance ? J'ai envie de dire, faisons confiance. J'ai envie d'y croire. Et comme je vous disais, moi par contre, à l'avance de Z2E, je suis parti en théorie crafting suite à cet épisode 3. Et on en parle après. Ouais, il y a de quoi faire. J'éclaire l'éléphant au milieu de la boutique de porcelaine. Ligne temporelle, multivers, c'est quoi ce bordel ? Alors, je vais pas le faire là. Pour info, j'avais... mais j'ai écouté ton podcast concurrent. J'avais fait un podcast il y a quelques années pour essayer de dépêtrer ce genre de sujet. Dans le MCU, on se pose moins la question. En gros, tout est à la fois et des timelines et des univers parallèles. Il rentre pas trop dans les détails. Il y a un petit peu de ta gueule, c'est magique. C'est complètement assumé d'ailleurs dans la série. Oui, effectivement, normalement, une timeline, c'est pas un univers parallèle. C'est deux choses différentes. Bon, là, allons de l'avant. Allons de l'avant. Ok. Deuxième question. L'une ou l'un d'entre vous connaît-il La Patrouille du Temps, qui est une série de romans de Poul Anderson. Moi, à partir du deuxième épisode, je me suis dit, c'est bon, c'est La Patrouille du Temps. Série que j'adore, absolument. Bon, je suis un petit peu redescendu tout de suite, mais dans l'idée, j'ai trouvé un truc assez sympa là-dessus. Voilà, si jamais vous avez la ref. En fait, c'est moins... ça pourrait devenir une série... très tu vois un peu Freak of the Week, c'est ça, avec ce truc, voilà. Mais ça tombe pas exactement là-dedans. Juste la parenthèse, c'est ce qu'on craignait pour la saison. Enfin, moi, quand on avait annoncé la série Loki avec les visuels, etc., je me suis dit, bon d'accord, on va avoir un variant de Loki par semaine et ça va être juste une série un peu marrante.
et je me suis fait cueillir complètement par la saison 1 parce que c'était pas du tout le sujet au final. Ce qui m'a fait penser aussi à la patrouille du temps, c'est qu'il y a ce dilemme aussi où donc ils font la police, et ils suppriment les branches temporelles qui dérivent de la ligne, un peu la voie dorée, et ils se posent tout le temps la question de se dire, en détruisant ces univers, on détruit des civilisations entières et on fait disparaître des millions et des millions et des millions de personnes en un claquement de doigts. C'est une question aussi qui se pose dans On n'a pas cette encore série, répondu à la question. Hein. Est-ce que c'est éthique vraiment d'éradiquer des millions de personnes d'un coup? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Moi, je pense que vraiment l'histoire est compliquée. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple. On peut pas y répondre si simplement. Mais tu vois, ça aurait pu devenir Legend of Tomorrow. Waouh. Alors, C'est-à-dire, parce que moi je l'ai pas. Pardon, mais deux c'est dans salles, le deux Arrowverse. ambiances, quoi. Ouais. C'est dans le Arrowverse. Ouais. Petite team de super-héros qui, effectivement, voyagent dans le temps pour aller corriger des les anomalies. erreurs du passé. mais avec moins de budget. Voilà, avec peut-être un peu moins de budget. Et moins d'ambition, même sans parler de budget. Oui, voilà. oui. Et pas de Owen Wilson. Donc, Forcément. Ouais, Oui, c'est voilà, nul. bien sûr. On est bon? on est très très bon, attention. C'est ainsi que se termine cet épisode 214. Je vous remercie tous les trois, sincèrement, pour cet épisode de bien belle constitution. Donc, une des caractéristiques principales sur une feuille de jeu de rôle, bien évidemment. Tant dans le choix des œuvres, dans le choix des comics, que dans la qualité de vos interventions. C'était un bonheur. Merci, bravo. Merci à toi. De rien. Pour ne pas laisser nos fans sur leur faim, dites-moi donc où pouvons-nous vous lire, vous entendre, Lux? Vous pouvez m'entendre au micro de plein de comics Outcast. Ouais. C'est pas mal. Et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin sur X, Oui. et sur Blue Sky sous les pseudos de Luxbox, et sur Instagram sous Crazy Luxbox. Ah bah tiens, mais je l'avais pas celui-là. C'est la version Crazy. Il y a de la paillette. Oh oui, il y a des licornes. Magnifique. Regan. Comme d'habitude, donc Discord, c'est Vaisseau Hyper Sans Sas, X Prickmore, Blue Sky Regen et mais c'est pas que je veux pas, mais T'as un pour Excel, l'instant. t'as un fichier Excel. Oui, j'ai un fichier Excel, bien sûr, je suis en train de le lire d'ailleurs, et j'ai Revit pour Instagram. Un tableau croisé dynamique. Et effectivement, rendez les pseudos, ça sera plus simple. Rendez les pseudos. Tu es sur le Lux, tu nous l'as pas dit, mais tu Ah oui, es je au suis moins sur le tous les Discord. jours sur un des channels. Évidemment. Adrien. Et n'oubliez pas votre goûter, bien sûr. Adrien, entre Non, une jamais. tireuse de bière et une branche. Hein. toujours, effectivement, au contact d'un arbre, le plus proche possible. Mon ambition est donc d'avoir le front d'Harry Potter. Et voilà, et sur Internet en général, sous le pseudonyme Adrien Larouzet. C'est un pseudonyme vraiment qui dissimule au maximum mon identité réelle. Bien joué. Voilà, sur plusieurs réseaux. Très bien. Bon, on sait que tu es comment dirais-je, d'une humilité confondante, mais on tient tous ici, tous et toutes, à te féliciter pour ce magnifique tweet qui a été publié par Arte concernant la publication des jeux pour les enfants, hein, des jeux vidéoludiques pour les enfants. Exactement. Hein, depuis de nombreuses années, on est très très fiers de t'avoir parmi nous. Merci. Il y en avait tellement, ça passe tellement vite, c'est impressionnant. Hein. Ça va vite, hein? Ah, c'est clair. Bah, du coup, moins de temps à Arte que à Comics Outcast, mais quand même déjà 17 jeux. Wow. C'est impressionnant. C'est un peu, ça fait du travail. Hein. Bien joué, bien joué. Mais la suite est encore mieux. Et toi, on te retrouve où? Eh bien, on me retrouve toujours depuis 25 ans maintenant à expérimenter le vivre ensemble au milieu du 93. 25 ans. Ouais, spoiler, ça se passe de plus en plus mal. Mais on lutte, hein, on fait des choix dans la vie et il faut s'y tenir, sinon ça marche plus. Écoutez, cette fois-ci c'est dans la boîte. On s'abandonne ici. On se retrouve dans 2 semaines. Ouais, bien tassé, ouais. Bien tassé, ouais. Pour une 215e. Waouh. Et ouais. Qui l'aurait cru? Je ne sais pas, personne. À bientôt. Bisous, Bye bye. bisous, à bientôt. À bientôt. Bisous le Discord. Et 215 épisodes peu ou prou à utiliser,
cette musique sans se faire striker. Ça, c'est chapeau quand même. Fin de transmission.